Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Véronique qui est toujours atteinte d'un microbe qui ne veut pas lâcher 2 semaines après toujours sa magnifique dingue, gorge. C'est fou ça, sinon. Donc voilà, je ferai donc office de Véro, même si je n'ai pas ni le talent ni la voix mielleuse. Ensuite Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut. Et moi-même. Bonjour Laurent. Et voilà, Salut merci. Laurent. Salut Laurent. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma australien, la Ausploitation. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. Et on commence donc avec l'œil du pif. Dans quel ordre? Véro, dis-moi. Avec toi Laurent. Avec moi-même. Boum, voilà. Alors, soyons cash, je vais vous parler d'un film de merde. Voilà. Fais vite Merci, alors. tu nous as donné envie là. Voilà, non, j'ai vu passer ce film sur quelques listes de films d'horreur marquants de l'année dernière, alors que c'est un film de 2017 d'ailleurs, mais il n'a été diffusé dans certains pays en vidéo, notamment aux USA et en Allemagne, qu'en 2018. C'est pour ça qu'il a figuré sur cette liste. Ça s'appelle Trauma, de Lucio Arroyas. C'est un film chilien. C'est censé être un peu la réponse chilienne à Serbian Film. Donc déjà pour moi ça part très mal, hein, puisque pour moi Serbian Film est une espèce d'arnaque d'un cynisme total. Et on est à peu près dans le même domaine, même si en plus cheap encore. Alors, comment dire, c'est un choqueur extrêmement vil d'exploitation, comme on en voit un peu partout dans le monde, avec une préférence pour les sévices sexuels sur des jeunes femmes sans défense par des gros déglingos. Sauf que ça a la prétention de s'afficher dans un contexte politique, l'héritage de Pinochet, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc le film commence à l'époque, dans les années 70, à l'époque où le Chili est sous la domination de Pinochet. C'est une femme qui se fait torturer par un bourreau de l'équipe de Pinochet. Donc je vais juste vous raconter l'intégralité de cette première scène pour vous donner le ton. Donc elle se fait torturer et puis d'un coup le bourreau amène un garçon, un jeune homme de 16-17 ans dans la pièce. C'est le fils de cette femme. Lui injecte un produit dans les veines qui en fait va donner une érection à ce garçon, et il va forcer le garçon à violer sa propre maman. Et pendant l'acte, il va tuer la maman, donc, et continuer à forcer le garçon à violer le cadavre de sa maman. Voilà. Ça. J'ai 14 ans et j'écris un Classe. scénario. Exactement. Ça, c'est les 5 premières minutes du film. Bienvenue donc. Et après, on passe en 2011 et c'est. Il continue. Et c'est 4 nanas qui aiment bien se foutre à poil et danser et qui vont faire une teuf dans une maison. Et malheureusement, elles vont croiser le chemin de ce garçon très perturbé qui avait grandi et qui est devenu une espèce de gros taré qui force son propre fils à le sucer, des conneries comme ça. Tout va bien, quoi. Voilà. Le réalisateur a des gros problèmes à régler apparemment avec sa famille. Donc voilà, c'est un choqueur avec une scène notamment de viol vraiment dégueu, mais vraiment, qui est aussi. Alors qu'il y a des viols classe des fois. Non, mais je veux dire, c'est sympa. je veux dire, Il y a de l'amour. Je veux dire, tu as des scènes de viol qui ont un impact sur la psychologie des personnages et qui sont tournées de telle façon qu'elles soient des épreuves cinématographiques qui te font rentrer dans la tête des personnages ce qu'ils ressentent. Tu retombes bien sur tes pattes. Non, mais je pense notamment à la fameuse scène de viol de Chien de paille de Peckinpah, qui est un modèle dans le genre, même si elle est borderline, hein, on est d'accord. On va peut-être arrêter ce sujet. Mais là, je vous passe les détails de cette scène, mais bref. Et le film est à l'avenant, donc c'est de l'exploitation pure. Ce qu'on ne peut pas lui enlever en revanche, c'est que les effets horrifiques sont assez spectaculaires et que du coup, c'est quand même très éprouvant à voir. Il y a une scène qui est hors champ, c'est la pire scène du film. On ne voit rien et c'est pour ça que je trouve que c'est une espèce de réponse complètement débile à ce Serbian Film, parce qu'elle implique un bébé. Voilà, et j'en dirai pas plus parce que j'ai déjà assez décrit de saloperies comme ça. Voilà, donc comme l'œil du pif n'est pas uniquement dédié aux films qu'on aime, mais aux trucs qui nous ont frappé dernièrement, ça m'a frappé par le fait que ça fait partie. Biflé. Voilà,
Ça fait partie de cette engeance de films gore qui ne prennent pas spécialement le temps de construire un univers ou des personnages dont seulement la shock value est censée leur donner une certaine réputation à l'international, qu'un film comme ça se retrouve tout en haut d'une liste des meilleurs films d'horreur de l'année devant Hérédité ou des trucs comme ça qui étaient dans cette liste-là me laisse un peu pantois, même si l'article qui disait que c'était une espèce d'énorme tas de merde, mais un tas de merde tellement extrême qu'on peut pas l'oublier une fois qu'on l'a vu. Ton top c'était sur Rotten.com ou c'était sur... Tu l'as vu ton top C'était un truc américain? Non, c'est un film chilien. Non, le top, oui, c'est un site américain. Ouais, parce qu'ils sont tellement frustrés de pas pouvoir faire des trucs extrêmes que dès que tu vois un petit poil de sang de plus que chez eux, du coup ça devient. Alors là, il y a plus qu'un poil, il y a un bébé en plus. Non, même il y a vraiment quelques effets gore qui sont vraiment méchants et Serbian Film, c'était assez, on va dire ce qu'il est sur le film, c'était assez léché visuellement. Ouais. Et là, c'est comment? Là, il y a 2-3 trucs pas mal, mais après tu sens quand même le petit budget avec rendu vidéo, mais il y a 2-3 trucs visuellement qui sont pas mal. C'est marrant pour le film, parce que pour le pif, on se tape quasiment tout ce qui sort. Et je me suis demandé si celui-là on l'avait vu et non, mais c'était un truc asiatique ou je pense que c'était pas philippin ou vietnamien. Non, peut-être. Je sais plus. C'était asiatique avec des cannibales et tout, mais sorti chez cannibales, il y avait un viol aussi dedans. Sorti chez Spectrum Film, si c'est celui dont on parle. Et juste pour finir, le gros problème du film n'est pas tant le fait qu'il accumule des sévices et tout ça. Je veux dire, c'est le principe du cinéma d'exploitation, d'essayer de faire dans le choc pour attirer le chaland. C'est le fait qu'il s'inscrive dans une espèce de contexte politique pour essayer de justifier des trucs et d'avoir une espèce de discours complètement débile qui n'est suivi d'absolument aucune réflexion, tout comme Serbian Film. C'est même pire encore que Serbian Film, parce que Serbian Film, si tu grattes, il y a peut-être moyen de... Là juste, il n'y a pas moyen. C'est juste d'une débilité sans borne. Je vais être con, mais tu m'as vraiment donné envie de le voir, en fait. Mais bien sûr, parce que quand on entend une description de scène comme ça, on a envie de voir le film. Non, normal. Xavier. Ouais, j'avoue. Ouais, ok. Héros. Bof. Le bébé. Le bébé. Donc c'est sorti en Blu-ray aux États-Unis et en Allemagne, donc c'est facilement trouvable. L'Allemagne, c'est surprenant, tiens. C'est très étonnant. Je crois qu'on parlera peut-être jamais de Serbian Film dans cette émission. On en a déjà trop parlé. Moi, justement, en fait, en voyant ce film, ça m'a fait penser au fait que de prendre les films, de faire un sujet sur les films extrêmes, vraiment, les putains de films d'horreur qui vont trop loin. Il y a des bons films extrêmes qui vont trop loin, et qui vont trop loin, et justement en allant trop loin, qu'il y ait des espèces ou pas d'installation artistique selon les spectateurs, je pense que ça peut être un sujet intéressant. Moi ça me dirait bien. Cliquer sur oui ou sur non, même si on n'a pas des boutons comme ça. Dans le cas de Serbian Film, c'est intéressant. Alors je vais dire pourquoi. Thierry le disait tout à l'heure, c'est très très bien fait. Sauf le bébé. C'est très prenant et l'histoire nous prend. Ouais. Et c'est là où le film est manipulateur en fait et pour te montrer. Enfin, j'ai un sentiment mitigé. À la fois, j'ai un rejet total et en même temps. Ça te met face à ta propre perversité, non? Non, je vais pas m'allonger et raconter ma vie. Mais... Non, mais je sais pas si ça vous a fait ça en tout cas. Mais... À toi, Talal. Bon. Passez après ça là. Moi je parlais d'un film. Alors, malheureusement quand l'émission sera diffusée, je crois pas que le film sera encore en salle. Vous aurez peut-être encore 2 mois à attendre pour le voir en DVD ou Blu-ray. C'est Border de Ali Abbasi. Je sais pas si vous l'avez vu autour de cette table. Oui. Non, je voulais le voir. Enfin, bref, je l'expliquerai après. Ok. J'y suis allé avant tout parce que quand il y a le logo Cannes dessus, j'ai toujours une petite appréhension. Mais là, il y a le logo Métropolitain. Et je me trompe. Et oui, en plus, ça m'a surpris ça d'ailleurs. Et je me trompe souvent d'ailleurs. C'est juste des préjugés. Et là, pour le cas, c'était le cas. Mais j'y suis allé surtout pour l'auteur en fait, qui est à l'origine de l'adaptation de ce film. Alors j'essaie de retrouver son nom et de ne pas l'écorcher parce que c'est pas facile. Il s'appelle John Arvid Lindqvist et il n'est autre que l'auteur de Let the Right One In, le bouquin qui a permis de faire Morse. Et donc là, on est un peu dans un terrain similaire. Je vais vous dire pourquoi. Donc le pitch, c'est quoi ? Donc c'est Tina, une douanière au physique plutôt monstrueux et qui a la capacité de ressentir les émotions des voyageurs grâce à son odorat, qui donc un jour est sollicitée par la police pour résoudre une affaire de pédophile grâce donc à son pouvoir. Et un jour, pendant qu'elle est en train de travailler, elle rencontre un homme qui lui ressemble et donc
à partir de cette fascination, elle va commencer à explorer son identité. Je ne vais pas en dire plus parce que ça serait spoilé et je pense qu'il faut vous laisser la surprise. Donc Ali Abbasi, c'est qui ? C'est un réalisateur irano-danois ou danois-iranien et c'est son deuxième film. Il avait fait un film que perso je n'ai pas vu, je suis très curieux de le voir, j'ai commencé à creuser un peu, savoir ce que c'était. Ça s'appelait Shelley. C'est lui qui a fait ça ? Apparemment, ouais, il y a un lien alors, assez lointain avec donc, l'auteur de Frankenstein, mais ce n'est pas le biopic qu'on a vu. Non, mais je l'avais vu, je crois, il y a quelques mois. C'est bien ça. Il paraît que c'est bien. On l'avait vu, ouais. Et alors non, il n'y a pas Olivia Wilde dedans, je me mélange avec mes fiches. Alors ça se passe dans l'océan. Et donc voilà, le film, donc Shelley était déjà à Berlin en 2016, donc et Border qui était à la quinzaine. Donc on voit déjà au bout de 2 films que c'est un réalisateur qui s'inscrit dans un registre assez autorisant et reconnu en tout cas par ces institutions-là, ce qui n'est pas du tout un mal, au contraire. Et donc c'est bien un film fantastique, hein, qu'on se trompe pas, mais comme Let the Right One In, en fait, il a cette particularité de rendre ces personnages donc monstrueux entre guillemets, très réalistes et comme s'ils étaient, ils sont clairement intégrés à notre société. Et voilà, donc ça rend une nouvelle lecture en fait de toutes ces créatures assez intéressantes. Voilà. C'est un film très touchant parce que c'est une vraie métaphore sur la nature humaine, sur le fait d'appartenir à une origine ou non. Et moi, je pense, du fait que le réalisateur soit aussi iranien, dans un contexte, on va dire, politico-religieux un peu compliqué actuellement, a un sens. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas trop en dire, le personnage est confronté à faire un choix d'appartenance. Et je pense que Abbasi en fait s'identifie beaucoup à ce personnage-là. Donc voilà, c'est juste une dernière chose, en plus du fait que le film soit artistiquement vraiment très très beau. J'ai regardé le film en me disant putain c'est ouf, ils ont casté des mecs un peu difformes pour le film, c'est hallucinant. Ils sont super bons en plus. Ça me travaillait pendant tout le film. Et donc après, bien sûr, je vais sur le net et c'est des SFX. En fait, c'est des comédiens maquillés. Et c'est ouf parce qu'ils sont parfois à poil, ils sont constamment en train de bouger, ils sont finalement assez expressifs. Et je trouve que le travail sur les effets spéciaux prosthétiques de plateau, en tout cas, sont fous. Voilà, c'est un beau film. C'est pas... utiliser un mot que je n'aime pas beaucoup, un claquage de beignet. Attends, j'utilise bien Shameless, moi tu peux bien utiliser je me venge sur claquage de beignet. Ce que tu as dit la dernière fois. Ouais. Non, ce n'est pas un claquage de beignet, mais c'est un très beau film que je recommande. C'est pas le choc de Morse, mais c'est quand même un film à découvrir. Et voilà. Je sais ce que vous en avez pensé. Alors moi, en tout cas, le film m'intéressait grandement. J'ai pas eu le temps de le voir actuellement. Beaucoup de personnes m'ont dit du mal du film, mais pareil, ouais. J'en fais partie. Moi, j'ai pas aimé. On va en parler après. Le problème, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est l'effet Cannes aussi qui a beaucoup influé sur leur avis. Donc, surtout qu'il a eu, tu l'as pas dit, mais il a eu le prix d'un certain regard, ce qui est pas rien quand même. Ah oui, ouais, c'est le prix. Il y a un prix, il y a un certain regard. Il y a qu'un seul prix dans cette section. C'est lui qui l'a eu devant tous les autres films dits normaux, on va dire quoi. Alors, on en parlera plus tard. La quinzaine des réalisateurs, c'est une autre compétition qu'un certain regard. T'as la quinzaine des réalisateurs, t'as la semaine de la critique, t'as un certain regard et t'as la sélection officielle. C'est les 4. Et donc, après t'as 4 classiques. Donc un film qui est dans une compétition peut prendre le prix d'un autre. Qui a pris le prix de la quinzaine des réalisateurs. Non, il était à un certain regard. Il y avait que les films d'un certain regard qui concouraient et de tous ces films-là, il y en a une 15-20. Et ben, il a gagné quoi. D'accord. Ok. Moi, je suis plutôt team Talal. J'ai bien aimé le film. Après, je serai pas au chef-d'œuvre non plus. Mais effectivement, c'est intéressant les thématiques. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est l'utilisation du fantastique pour parler de ces thèmes. Et sans détour, en fait. Enfin, sans en faire des caisses, dans un truc un peu naturaliste qui est hyper intéressant et visuellement hyper crédible. Voilà, à voir, clairement. J'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a envie de faire en France aussi. C'est un cinéma fantastique très naturaliste. Je pense pas qu'on a atteint cette justesse, on va dire, dans les quelques tentatives qu'on a eues, quoique. Je sais pas si Grave peut se ranger dans ces catégories-là. Si c'est le cas, oui. Mais ouais, non, cool.
Et toi, Cyril? Tu l'as vu, Laurent, non? Non, je l'ai pas vu parce D'accord. que justement j'ai été un peu échaudé par les mauvais retours que j'ai eu de Cannes et du coup je me suis dit que je le verrais un jour, mais je l'ai pas mis en top priority sur ma shopping list. Mais j'ai de plus en plus de bons retours, donc ça m'intrigue beaucoup. Ça a été chroniqué chez vous, du coup? Et le Tout à fait fait, que ouais. Cyril n'ait pas aimé, Négativement. ça t'encourage à le voir, c'est ça? Moi, j'avoue que oui. Moi, Laisse-moi- personnellement, laisse-moi expliquer, je- Vas-y, les- explique. les avis de Cyril sont tellement, je ne les comprends pas toujours. On en partage et il y en a d'autres qui sont tellement diamétralement opposés. C'est juste que j'ai deux expériences de Cyril qui m'a dit va voir ce truc, c'est tellement génial, et que je suis sorti Ouais, moi aussi. traumatisé par l'humilité des trucs. Du coup, C'était quoi C'était quoi? Terminator 4. Ah, Qui m'avait vendu, il m'avait tellement vendu du rêve, il m'a dit tu vas voir, c'est un post-nuke italien avec de la thune et tout. Alors forcément, Ah moi non, je vais non, voir ça. d'ailleurs, une seule fois. Putain. non. C'est mon Non. procès, là, c'est quoi? Non, moi c'était une seule fois, c'était à Gérard Armé, c'était un film oui, d'affecté danois là. Un peu la Gaspard Noé. C'est- Pas pour le lettrage, c'est- ouais, c'est voilà, vrai. c'est juste parce que le générique c'est en gros et c'est en impact. Ouais, tu vois. c'était. Bon, Comment il s'appelait voilà. ce machin d'ailleurs? Mais- D'ailleurs, vous avez tous détesté d'ailleurs. hein. Non, quand Julien Maury Oui. est revenu de la Projo et a dit j'ai trouvé ça sympa, tu nous as regardé, tu fais ah. Bon, attends, Cyril pour Border alors. Donc moi, alors il y a un truc important à savoir, c'est que c'est Nicolas Boucref m'a spoilé le truc que tu ne veux pas dire depuis tout à l'heure, que je ne dirai pas d'ailleurs. hein. On me l'a spoilé aussi. d'ailleurs. Voilà. Et du coup, ça fait que ça dommage. t'enlève au moins. C'est pas le film repose pas là-dessus, mais ça t'enlève au moins une surprise. Et Ouais. du coup, tu Si. t'attends. C'est dommage. Ça repose là-dessus quand même. Du Parce coup, que ouais, c'est un je peu pourrais comme- jamais savoir du coup. C'est un peu comme vous m'avez spoilé Freaks au dernier enregistrement du Pifcast, et que du coup quand je suis allé voir Oui, bah, Gérard plein de gens Armé, l'ont voilà. Bref. Et donc, je trouvais le film assez laid, mais ça fait partie du projet du film. Donc, c'est reprocher un film qui veut mettre en avant la laideur, être assez laid. Le film, la photo, tout le. Non. C'est un. Quand je dis assez laid, c'est pas dire moche. Ah. Tu vois ce que je veux dire, la laideur. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Xavier, tu pourrais expliquer ça du côté. Laid, ça veut pas Pourquoi dire tu parles moche. de- Je le Non, mais je le des fois, note. tu pourrais. Je pense toujours au premier film de Verhoeven, Oui. Business is Business. C'est l'univers que tu qui est un filmes est film qui est laid. laid, voilà. L'univers est laid, voilà. donc la laideur du film, La laideur, elle ouais. elle Ouais, mais appartient au sujet. C'est une laideur travaillée, toi, dans Business is Business. Oui. Mais il y a une voilà, sorte- tu sens qu'il y a un vrai travail il y a pour une- te montrer de voilà. la laideur, même dans des trucs qui sont censés être beaux. Quoi. C'est pas du mauvais goût. Non, c'est pas que ça c'est que je veux c'est dire. une certaine laideur qui m'a un peu ressorti du film. Et j'ai trouvé ça un peu chiant en fait. Il y a C'est lent. tout un truc Ça autour prend son temps. de l'enquête. T'as pas voulu parler aussi. Il y a, je sais pas, il y a des trucs comme ça qui arrivent un peu téléphonés. Enfin, j'ai pas accroché. C'est très long en fait. Le film dure 2 heures et ça m'a, enfin 1h50, mais voilà, moi ça m'a saoulé en fait. Et pourtant je suis un hardcore fan, mais vraiment hardcore fan de Morse. Et du coup, j'étais parti avec toutes les bonnes intentions de la terre. Et je sais pas, le film m'a vraiment pas botté. Par contre, c'est vrai que niveau prothèse et tout, c'est très bien. Mais je sais pas, je suis avec la meute, je dis ouh, pas terrible. Pas nul, mais pas terrible. Bon, c'est quoi toi ton film? Ton œil. Ah, c'est très proche de ce qu'a choisi Laurent. Moi, je vais vous parler de Ghostbusters 2. Tu déconnes? Non. Eh ben, T'as vu le teaser du prochain Non, film très sincèrement, c'est juste que des fois, je me balade dans ma collection et je suis ah putain, je me refais bien Ghostbusters 2. C'est marrant parce que tous mes yeux du pif, quasiment, c'est des films que j'ai déjà vus plein de fois. Et au lieu de voir des nouveautés, des films qui m'ont. Oui, c'est bien pour nos auditeurs ça. Bah non, et pour eux, ils savent pas que j'ai déjà vu plein de fois. Mais Oui, mais eux, oui. c'est des films. Pour qu'ils eux, ont oui. peut-être déjà J'ai une vus aussi. question. Tu te les refais en VO ou en VF? En VO. Et en fait, c'est marrant, Ghostbusters 1, c'est un film que je ne pensais jamais pouvoir voir en VF, autre chose qu'en VF. Et la VF, je ne peux plus la regarder maintenant. Particulièrement, j'ai vu la VO, j'aime plus la VF, alors que C'est Vigo. j'adore cette VF. Bah, le 2, j'ai toujours vu en VF. Et là, je l'ai vu en VO et vraiment voilà. Donc suite directe de Ghostbusters 1, tournée bien après. Son réalisateur d'ailleurs, Ivan Reitman, avait fait plusieurs films entre temps. D'ailleurs, il a tourné Ghostbusters 2 quasiment en faisant le montage de jumeaux son précédent film, qui a d'ailleurs été un gros succès. Ça n'a pas été le cas de Ghostbusters 2, c'est un film qui n'a pas trop marché, voilà, il faut dire ce qu'il est, donc c'est pour ça que ça a tué plus ou moins la franchise. Il enchaînait d'ailleurs juste après avec Un flic à la maternelle qui lui par contre a beaucoup marché, donc c'est une petite période creuse pour Ivan Reitman. D'ailleurs, Bill Murray n'a pas été tendre pendant la promotion du film, il a dit qu'il y avait trop d'effets spéciaux, trop de slime, c'est ce qui faisait que les gens s'intéressaient pas au film, alors que moi je trouve que c'est un film qui est très proche du premier. Beaucoup de gens disent que c'est un décalque, en France c'est le premier qui se répète. Moi je trouve pas tant que ça. Il y a ce côté Rise and Fall qu'on aime bien chez les Américains, donc les Ghostbusters qui étaient au top dans le 1 là se retrouvent au plus bas. En gros c'est des losers, ils vont faire des anniversaires pour les gamins, ils vont il présente, Bill Murray présente une émission sur le paranormal qui est toute pourrie, il a des escrocs sur, enfin voilà, toute personne n'y Parce croit qu'il en n'y a plus eux. de fantômes à chasser. Il n'y a plus forcément chassé, donc il se retrouve au chômage. Et arrive Vigo des Carpates, donc une sorte de tableau qui représente un peu Val de l'Empaleur, donc
dans Dracula, donc qui arrive dans un musée et de là va faire apparaître une sorte de slime dans les sous-sols de New York et à nouveau les fantômes vont apparaître. Et voilà. Et donc c'est un film que j'aime beaucoup, qui est assez décrié, qui est assez détesté, faut dire ce qu'il est. Que moi j'aime beaucoup. Là, c'est plus Elmer Bernstein qui fait la musique, c'est Randy Edelman et pourtant elle est très bien. C'est pareil que dans le premier, il y a des groupes un peu du moment. Il y a Run DMC, il y a Bobby Brown qui font plusieurs morceaux musicaux. Et gamin, j'avais écouté beaucoup la cassette, donc ça a peut-être joué au fait que j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'était mon premier Ghostbusters au cinéma. Je pense comme pas mal de gens. C'était pareil. Et j'avais acheté le 33 tours. Ah bah, tu vois, moi j'avais la cassette et là j'ai repris longtemps plus tard. Un truc que j'ai découvert en lisant le bouquin sorti chez Higgins et Munnins sur les Ghostbusters, c'est qu'en fait, et j'ai jamais pensé à ça, en fait il y a eu entre Ghostbusters 1 et Ghostbusters 2, il y a eu la série, le dessin animé Ghostbusters, que perso je surkiffais quand j'étais gamin et je pense que ça doit être votre cas aussi. Génial. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait le dessin animé a influé beaucoup Ghostbusters 2. Typiquement la présence de Bouffe-Tout, donc de Slimer dans le 2 est beaucoup plus présente. C'est limite quelqu'un d'un personnage de la série, du film, ça devient du dessin animé en fait, parce qu'il était important dans le dessin animé, du coup il a pris l'importance dans le film aussi. Janine, qui était une standardiste hyper introvertie dans le 1, devient une sorte de bombe sexuelle dans le 2, enfin bon, toute proportion gardée. Et voilà, je sais pas, c'est un film que j'aime beaucoup. J'avais découvert d'ailleurs que Max von Sydow faisait doubler Viggo, parce que l'acteur qui fait Viggo dans le film avait une voix de merde apparemment, et du coup ils ont mis Max von Sydow, c'est quand même pas mal et tout quoi. Et fun fact très rigolo, surtout avec l'actualité, vous savez quand les Ghostbusters vont faire l'anniversaire avec les gamins, il y a un gamin qui fait mon père dit que vous êtes des losers et tout, bah, ce gamin qui dit ça, c'est Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, qui va réaliser le reboot l'année prochaine de Ghostbusters. Voilà. Donc c'est très simple, voilà. Je voulais juste parler de Ghostbusters 2, c'est un film que je trouve un peu laissé pour compte et voilà. C'est un peu, ça me fait beaucoup penser à toute proportion gardée, parce que l'exemple que je vais prendre est, Gremlins je pense, 2. meilleur. Voilà, Gremlins 2. Beaucoup de gens disent que Gremlins 2 c'est pas bien, c'est beaucoup moins bien. Ça explose le 1. Alors, moi aussi je pense que ça explose le 1. C'est pas le même film. Et là, alors ça ressemble beaucoup au premier, effectivement, mais ça a aussi sa patte, et je pense qu'il y a beaucoup d'affect aussi dans. Je pense que ça l'a joué pas mal. Ça joue énormément. On l'aurait vu à 25 piges à cette totalement. époque-là. Non mais Totalement, je peux pas nier, c'est pas faux et c'est vrai. Après c'est cool. Il y a C'est vrai, des- j'adore ce film le punchline en VF, mais voilà. Et d'ailleurs le jeu NES est vachement bien. Si vous avez Il est l'occasion de jouer au jeu NES, très c'est Sunsoft qui l'a fait. Enfin, Il non, était c'est très beau. H Laboratory, c'est qu'on fait plus tard les Pokémon et qui ont fait Kirby, ont fait un très très bon jeu sur NES. Voilà. Sunsoft, non Non, c'est pas Sunsoft, c'est HAL qui a fait le jeu. Ok, c'était Ouais. cool. Œil du pif de Xavier. Toi, Zérodic, tu dis rien sur Ghostbusters 2 Je m'en souviens plus. et Laurent non plus. Il est pourri mon œil du pif. Non. Il n'y a pas de mecs qui se font violer par des nains, ça Non, fait mais- pas rire. Ah, quoi. moi je te suis, mec. Check. Je trouve que j'ai plein d'images du film qui me sont restées. Et je l'ai revu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, mais je trouve que ça met horriblement de temps à démarrer, en fait, et que je trouve le film assez chiant pendant ces 2 tiers. Et que quand ça décolle, c'est fun et on est content de retrouver le truc. Voilà, mais je trouve t'as que ça gagné. met- Tu me brises le cœur. Tu voulais son avis. Voilà. J'ai une petite question, on va continuer la parenthèse geek. Le prochain, attente ou pas attente? Ah, j'attends beaucoup parce que ça peut pas être pire que la version avec les meufs. Attention, qui ils veulent, étaient- les héros, c'est D'accord. des gamins. hein. Ouais, ça va être bah, on Stranger verra Things. bien. c'est mais- pas Ah, confirmé. le prochain, c'est des chiots, sinon. C'est pas confirmé. Non, mais en fait, ce que j'avais trouvé, ce que j'ai compris en voyant, en lisant le bouquin sur Ghostbusters et que j'ai compris en voyant le reboot, c'est ce qui faisait le sel du premier, c'était le côté entrepreneurial, le côté on crée une entreprise et tout ça et tout. C'est ça qui était. En fait, on suivait, il n'y avait pas de cynisme. Alors que le 2, c'était dès le départ, ils se sont dit, bah là, c'est une comédie, donc on va faire pote rigolo tout le long. En fait, il y avait une partie sérieuse. Moi, gamin, je me suis limite intéressé à la science. Grâce à Ghostbusters, je voulais faire chimiste, et je voulais faire tout ça parce que c'était mon Je voulais film de- faire du slime en fait. Non, mais je voulais faire des packs de protons, je voulais être comme Egon. Ouais. C'était mon modèle quand j'étais gamin. C'était Egon, quoi. Et du coup, quand j'ai vu le remake avec les nanas, je me dis en fait, ils ont pas compris. C'est un peu comme quand tu fais un Hellraiser Absolument 5. Ils ont pas compris ce qui faisait le sel Ouais. d'un Hellraiser. Ils ont juste dit, bah, il y a de l'humour et des effets spéciaux et ça suffira pour faire un film, quoi. Je me rappelle d'ailleurs, je voudrais juste te dire que le jeu Ghostbusters sur Amstrad, je n'ai jamais réussi à ouvrir le pack à protons pour avaler les Il y en a deux. Il y a The fantômes. Arcade Game avec dans une sorte de planète bizarre. Il y a Non, celui non, là où c'était tu- dans la voiture, Ouais, ouais. et puis j'ai jamais réussi à ouvrir ce foutu pack à protons. Ah. J'ai essayé des heures Moi, et j'ai des joué heures. sur ça n'a Amstrad jamais et j'y marché. arrivais, moi. On parle de jeu et Ghostbusters, et après on referme la parenthèse Ghostbusters. Ah, il promis. paraît que le Il y a vrai un jeu de troisième. plateau, Voilà, le vrai 3, c'est celui qui a été écrit par Dan Aykroyd, et c'est Il y a tout le monde dit que Ghostbusters, c'est de le jeu sur vidéo Xbox. game. Tout à Voilà, fait. il paraît Et il y a un excellent jeu de plateau Ghostbusters. Allez, t'as gagné. Allez, Xavier. qu'il faut enchaîner là. Ah bah, moi, je te rassure, hein, moi, mon film, il n'y a pas de jeu de plateau. Alors, c'est c'est pas quoi possible. C'est Krull. Et non, du tout. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui avait envie d'encenser la joie de vivre, je me suis dit que je vais mettre en team Laurent. Et je vais parler d'un film fort sympathique
d'un réalisateur allemand qui s'appelle Georges Budgereit. Alors, il faut que vous sachiez que Xavier, à chaque fois, pour son œil du pif, il garde son papier un peu sous la table et que quand arrive le moment de révéler le titre, il a un geste théâtral où il sort le papier, pourquoi il l'amène devant le micro C'est et les il le Césars. déplie. Pourquoi, C'est génial. pourquoi Parce que Laurent, il regarde les auditifs à l'avance. En fait, c'est pour ça, bâtard. ouais. Moi, je le cache tout le temps à cause de ça. De Mais non, toi. Genre, c'est par hasard, t'avais laissé la feuille à côté de moi, Tu m'as mec. énervé à l'époque. Je te jure, mon épi, je le cache. Donc voilà, donc moi je vais vous parler donc d'un film de Georges Budgereit de Schramm. 1989. Et donc non, ce n'est pas Schramm. Ça aurait été trop facile, Dirt monsieur. of the Skin. Oui. Ah, Voilà. le livre des morts. Alors en Roi fait, des morts. pour Tu peux expliquer, redonner le oui. titre? C'est quoi c'est le roi des morts. Dirt of the King. Dirt. Donc en fait, le pourquoi j'en parle maintenant, c'est qu'en fait, je viens de le voir. Je ne l'avais pas vu avant. Georges Budgereit, j'ai un problème avec lui en fait. Enfin, problème pas vraiment. C'est qu'en fait, il y a toute une partie de sa filmographie que je n'aime pas. C'est simple. Ses courts-métrages, je ne les aime pas. Nécromantique, je ne l'aime pas. C'est nul. Je suis désolé, Nécromantique, j'aime pas. Et par contre, il y a toute l'autre partie que j'adore. Nécromantique 2, je trouve que ça défonce. Et Schramm, Schramm, c'est une putain, mais tuerie. Schramm, quoi. On l'avait passé en 16 mm à Lyon et c'était mortel. Ouais, mais tu m'étonnes, quoi. Non, mais Schramm, c'est ultime, Un quoi. film de serial killer à mettre dans les 5-6 meilleurs films de serial killer. Ah, ouais, ever. carrément. Et en fait, Dirt of the King, du coup, voilà, je l'ai longtemps vu de loin en me disant c'est quel côté, c'est quel versant, je savais pas trop. Puis en même temps, je me disais, ça se trouve, c'est tout simplement le film de transition, donc ce sera peut-être un entre-deux et tout, machin. Donc je me suis enfin décidé à le regarder. Donc en fait, le film a un sujet qui va tous vous intéresser. Donc c'est un film très simple qui se divise en 7 épisodes, un pour chaque jour de la semaine, qui s'articule autour du thème du suicide ou de la mort violente. Le fil conducteur est un corps humain qui se décompose lentement tout au long du film. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Le film n'est là que pour te montrer la mort. C'est juste ça. C'est un la peu toute mort. sa filmo quand même. C'est un peu toute sa filmo. Il y a quand même des trucs un peu plus... voilà. C'est narratif ou expérimental? C'est les deux. Bah, comme souvent chez lui. Hein. Voilà, en fait, chaque jour est un sketch différent et chacun a un style différent. Donc il y a des choses qui vont être très écrites. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus subtiles. Et évidemment, chaque sketch a un niveau différent. Ils n'ont pas tous le même niveau qualitatif. Moi, ce que je trouve assez dommage, c'est que le dernier sketch n'est pas à la hauteur de ce que tu as vu avant. Je trouve qu'une petite facilité, tout voilà. Enfin bon, bref. Mais je tiens vraiment à souligner ce putain de sketch du jeudi que j'ai trouvé incroyable, qui est un monument de minimalisme. C'est l'événement quoi. C'est juste incroyable. Franchement, regardez Dirt of the King, le jeudi, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec si peu. C'est dingue. Et du coup, comme vous l'avez compris, Dirt of the King a été vraiment une excellente surprise, quoi. Avec une petite progression, au début, je trouvais ça pas mal du tout. Moi, ce qui me manquait dans Nécromantique, c'était que les tentatives de poésie, pour moi, ne fonctionnaient pas. Il manquait le talent en fait, surtout. Sa poésie virait vraiment dans le ridicule. Il était jeune, il avait même pas 18 ans ou 20 ans, je crois. Quand il Ouais, l'a je fait, sais plus, ouais, il était jeune. Et en fait, dans Dirt of the King, j'ai rapidement compris que on était quand même dans un autre calibre quand j'ai vu le plus beau vomi du cinéma. Ça va sûrement vous faire marrer, mais je vous jure, il y a une scène de vomi dans l'eau. C'est magnifique, c'est vraiment super beau. C'est un street trash. Ouais, c'est différent. Mais et du coup, à ce moment précis, tu te rends compte que ok, tu sais où te placer précisément pour recevoir le vomi. Pour être dans la poésie, sans sombrer dans le ridicule, avec un truc dégueulasse. Et là, d'un seul coup, tu dis je crois que là, ça va être intéressant. Et c'était le cas. Est-ce que c'est comme l'apparition du titre Issues the Killer dans le film Susnommé? Non, mais c'est quand même beaucoup plus classe. Alors, je l'ai pas vu, mais ça me rappelle dans ta description Blue Holocaust de John Amato. Carrément. Encore un beau film sur la mort. Voilà. Si vous avez vu Blue Holocaust, que vous avez aimé Blue Holocaust, ce sera votre cam, quoi. Franchement, Dirt of the King, ça a été une très très belle surprise, quoi. Vraiment. Et pour le petit détail, ça a été inspiré en fait d'une histoire française. Donc en 82, il y a un livre qui a suscité un immense scandale en France qui s'appelait Suicide mode d'emploi. Ah oui, je me rappelle. Qui était co-signé par Claude Guillon et Yves Le Bonnec. Et en fait, c'est un livre qui passe en revue toutes les façons possibles et imaginables de mettre fin à ses jours. L'affaire, en fait,
C'est là qu'elle a pris une tournure plus politique. C'est lorsque Le Bonnec a donné des conseils à Michel Bonnal, un homme fragile psychologiquement, sur la manière dont il pouvait en finir. Et Bonnal a fini par se suicider en 83, donc l'année d'après. Donc il y a une proposition de loi et un procès qu'on suivi dans la foulée, et le livre a été définitivement banni de l'Hexagone. Voilà. C'est suite à cette affaire que Georges Budgereit a eu l'idée de Der Todesking. Voilà. Eh ben Véro, maintenant il ne te reste plus qu'à passer derrière ça. Pas facile. C'est pas que c'est une comédie. Hein. Non, mais c'est un peu plus facile d'accès. C'est un peu plus du cinéma que vos conneries là. Hein. Non, c'est Danse macabre, un film italien de 1964 réalisé par Antonio Margheriti et Sergio Corbucci selon les sources. Un film avec Barbara Steele, très inspiré de la vague gothique anglaise. Aujourd'hui, j'ai vu le souci de Barbara Steele passer devant la rédaction. Voilà. Je tenais à le dire. D'accord. Ouais. Très intéressant. Très intéressant. Donc le pitch, c'est un journaliste, Alan Foster, qui est sceptique quand on lui raconte, quand Edgar Poe, lui-même, l'auteur, lui raconte qu'un château est hanté. Donc en fait, il relève le défi d'aller passer toute une nuit. Et en plus, c'est pas n'importe quelle nuit, c'est une nuit particulière où les morts sont censés revenir à la vie. Donc il relève le défi d'aller passer une nuit, et évidemment le château est véritablement hanté par les gens qui sont décédés dans ce château, et notamment la sublime Elisabeth, interprétée par Barbara Steele, qui tombe amoureuse de lui, enfin ils tombent amoureux tous les deux d'ailleurs, et elle a cette phrase magnifique qui dit « Je ne suis vivante que quand j'aime ». C'est très beau, non? Ça manque de bébés qui sont fistés. Mais... Ah, ils sont fistés? Alors, oui. Il y a quand même un peu de violence. Il y a quand même un peu de déviance et de violence dans ce film, puisque Barbara Steele est vraiment l'objet de tous les désirs dans ce film. Donc, il y a effectivement le journaliste vivant, on va dire, qui tombe amoureux d'elle. Mais il y a tous les fantômes du passé qui sont aussi amoureux d'elle et qui sont d'ailleurs la cause de sa mort. Et donc, il y a deux hommes, il y a un triangle amoureux avec deux hommes, mais il y a aussi une femme qui la désire, ce qui était assez osé pour l'époque, en 1964 quand même, parce que c'est dit frontalement, quoi. Le film a quand même un rythme qui est assez lent, assez plan-plan, il n'a pas forcément très bien vieilli de ce côté-là. Mais j'aime bien le côté, en fait, j'étais assez surprise de voir que c'était un film italien, parce que on me l'aurait pas dit, j'aurais dit que c'était anglais, et je trouvais ça assez intéressant, en fait, qui mime un peu tous les espèces de clichés qu'on a en tête de ce cinéma-là, et après, on sait très bien que le cinéma italien a passé son temps à mimer les autres. Tu veux dire qu'il parle avec les mains tout le temps? C'est ça. C'est vrai que là, on était en plein dans la période gothique qui surfait sur la vague Hammer, etc. Ouais. Mais avec la touch italienne, quoi. Mais c'est plutôt agréable, et surtout, ce qui est intéressant dans le film, c'est le mélange, la manière dont sont mis en scène, le mélange des époques et les hallucinations que peut avoir le journaliste. C'est assez bien fait, il y a pas mal d'idées visuelles. C'est très beau. Ouais. C'est très beau. Voilà. J'ai pas un immense souvenir du film, mais je me rappelle que visuellement, c'était ultra léché, comme d'ailleurs la plupart des films de cette vague de gothique italien, dont Margheriti était l'un des porte-étendards. Hein. Et d'ailleurs, il s'est auto-remaké en 1971. Il a refait le film lui-même, donc exactement le même film, mais en couleur cette fois-ci. Ça s'appelle Les Fantômes de Hurlevent pour le coup. Mais c'est la même chose. Il y a eu aussi des déviances. Merde, c'est quoi? C'est le bossu de la mort. Ça, c'est espagnol, ça, non? Ah oui. Ah oui, c'était espagnol. C'est espagnol. Je crois que c'est espagnol. C'est espagnol, ouais. D'accord. J'ai vu. Mais qui faisait partie de cette même mouvance de films gothiques, mais là qui est ultra bis. Belle from Hell. C'est un peu plus, bis Z le bossu. Et je me rappelle de La Vierge de Nuremberg aussi, qui était aussi un Marguerite. Ouais, des supplices, je lisais aussi. Qui était, et puis on peut pas oublier. On l'a oublié. Le Masque du démon. Tu l'as vu, le pinacle Véronique de. J'ai envie de faire une réponse mal polie, mais je vais dire sur le câble. Ah. Mais du coup, c'est quel câble? Parce que moi, sur câble, ça veut dire quoi en fait? Quelles sont les chaînes qui passent ça en fait? Bah, Ciné Plus. Non, mais Ciné Plus, la chaîne Ciné Plus passe. Il y a Ciné Plus classique qui passe pas mal de Frisson films. aussi ou pas du coup, qui est partenaire depuis. C'est plutôt classique quand même pour les vieux films. Et sinon, il y a le catalogue Canal Play aussi qui est assez riche. C'est à chaque fois on dit pas vraiment comment on peut voir les films. Par exemple, le film de Laurent. C'est vrai qu'on dit pour Netflix, mais on le dit pas. Ouais, mais par exemple celui de Xavier. Moi, il était sorti chez Axan en VHS. Ouais. Toi, t'as là. Bientôt dans 3 mois en DVD Blu-ray. C'est chez Metropolitan. Et d'ailleurs, j'y pense, Der Todesking, Arrow qui le sort en Blu-ray. D'accord. Et je crois que c'est même Gilles Franck qui fait les affiches de Bruno Hélène qui doivent faire le visuel. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois qu'il fait des. Je rebondis sur ce que tu dis parce que ce qui arrive souvent quand on se partage les listes de films à voir,
il y a beaucoup de films qui sont très difficiles à trouver. Et alors, Tu galères à chaque fois. moi j'ai un problème, c'est que je télécharge pas. Nous non plus. Et donc je vais chercher de la VOD, et la plupart des films n'existent pas en VOD. Je dirais 99% des films en fait, en gros, dès que c'est avant, je caricature un peu, dès que c'est avant 2015, mais ça n'existe pas. Et par contre, hier, je suis tombé sur un truc très intéressant que je recommande à beaucoup de gens qui cherchent des films en VOD, donc légalement. C'est sur le site du CNC. Il y a un portail qui va référencer tous les films et qui va vous orienter vers telle ou telle plateforme. Et ça concatène tout le... D'accord, ok. Ouais, donc Film TV, on a beaucoup aussi de films de genre. C'est vrai que mais on est perdu Il n'y a pas un truc centralisé en gros. Et là, c'est centralisé. Et moi, là c'est de la balle, quoi. Franchement, j'ai pu revoir Avalon, j'ai plus le DVD. C'est Studio Canal, je pense qu'il est sur Canal Play celui-là, je pense. Mais sinon, tous les films qui sont proposés là dans cette session du PIFcast n'existent pas nulle part. Ce qu'on verra après. Ni en DVD, ni en Blu-ray. Je te contredirai à un moment donné. Alors, peut-être à l'exception d'un. Moi, je vais faire 36-15 ma vie, mais je trouve qu'il y a un vrai problème dans les services VOD actuels. Notamment, je sais que je suis chez SFR, bref, on s'en fout, mais bref. Avant, ils avaient un service de VOD ultra complet, avec vraiment énormément de choses. Et depuis que je suis passé à la fibre, etc., c'est de la merde. Mais je crois qu'ils le font plus. C'est une boîte extérieure qui faisait pour SFR, VOD Factory. Je crois qu'ils ont arrêté de faire. Et il n'y a plus rien, c'est de la merde, mais heureusement qu'il y a le câble. Ce qu'on sait assez peu en plus, c'est que dans les offres du câble, non seulement il y a les films qui passent à la télé, mais en fait 90% d'entre eux sont visibles en replay. À travers les services de. Ça dure 2 mois ou 3 mois, c'est ça? Non, non, des fois c'est très loin. Ça peut être ça peut être 6 mois, 2 an. Et ça dépend des films, ça dépend des contrats. En fait. Sur les très vieux films, en vrai, les droits de replay. Et sont je sais que moi, j'ai un abonnement qui me donne accès à tout Ciné Plus, à tout Orange, à tout TCM, à tout Paramount Channel, moi etc. aussi, et j'ai à dispo environ 600 films de tous les genres, tous les soirs. Mais tu sais pas, par exemple, ce film-là, le film de Véro, je savais. Et par exemple, un massacre chez les morts vivants, massacre des morts vivants dont j'ai parlé dans la précédente émission, je l'ai vu via ça, il passait sur Ciné Plus. Et je profite des apartés qu'on fait maintenant. On a remarqué, on aime bien, c'est quand vous avez vu des films découverts grâce au PIFcast. N'hésitez pas à partager sur Twitter, sur Facebook que vous avez vu, parce qu'on aime bien. Là, on a vu récemment des gens découvrir Threads et ont surkiffé. Ils nous l'ont dit. Ça, finalement, nous, c'est notre seule récompense, c'est de savoir que vous avez aimé des trucs qu'on a kiffé. Tu vas où là pour savoir ça, pour avoir les surtout retours? Twitter, c'est ce qui est le plus simple parce que Twitter, tu peux faire des recherches. Les mecs, si vous tapez hashtag PIF, par exemple, ou PIFcast, on peut facilement retrouver. Alors que sur Facebook, si vous le mettez en privé, on ne verra pas que vous avez dit du bien ou vous avez peut-être pas aimé d'ailleurs. Mais c'est important pour nous parce que si on fait tout ça, finalement, vous le mettez en on prend commentaire. autant de temps parce qu'on prend du temps sur notre perso pour le faire et tout. C'est aussi parce qu'on aime bien partager que faire un PIF, c'est une fois dans l'année. Là, on le prolonge et ça nous fait vraiment plaisir. Je vous jure, c'est vraiment important pour l'équipe. En commentaire sur iTunes, sur les commentaires sur YouTube et tout. Voilà. Et nous, on en parle souvent. Je sais qu'il y a Pierre-Yves qui commente souvent sur YouTube, notre ami soit Pierre-Yves qui commente souvent sur notre YouTube qui met des petits messages à chaque fois. Mais on les lit à chaque fois et ça fait vraiment plaisir. C'est un peu n'hésitez pas. Si vous avez sur kiffé, le forum de Mad Movies. sur le forum de Mad Movies aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager. C'est vraiment notre moteur. Entre nous, on se les passe les messages quand ils arrivent parce que ça nous met du bon au cœur, quoi. Donc mettez des notes, tout ça. C'est vrai qu'on dit pas assez. Mettez des notes, faites surtout partager, liens, en fait, parce que en fait le PIFcast il marche bien, on est content, il y a pas de problème, on n'a pas à se plaindre. Mais c'est vraiment à chaque fois les gens me disent c'est mortel, je suis très content de vous écouter. Mais en fait, si vous en parlez pas autour de vous, personne ne va le savoir. Donc on ne cherche pas à faire la course on préfère avoir peu de gens mais des gens bien. Et vous êtes des gens bien. Mais on veut que des gens voient les films. Sauf toi, sauf toi qui nous écoutes là. Et surtout, dites-nous si vous avez envie que Véro continue de garder cette voix. Ouais. Parce que je me la casse chaque semaine exprès. Voilà. Maintenant, on va passer au dossier. On passe au dossier, ouais. Lors de la 8e édition du PIF, nous étions allés à la rencontre des auditeurs du PIFcast pour savoir quel sujet ils voulaient qu'on aborde. Plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une émission sur la Ozploitation. Ça tombe bien, ça fait des mois que Xavier nous casse les boules pour qu'on en parle. C'est donc parti. D'ailleurs, Xavier, pour la peine, comme d'habitude, tu vas nous expliquer de quoi on va parler. Alors, je vais vous parler du monde merveilleux de la Ozploitation. Alors en fait, c'est très basique. Il s'agit de contraction des termes Aussie et Exploitation, qui donc désignent les films d'exploitation produits en Australie entre 70 et les années 80. Voilà. Donc, il y avait dans les années 60 assez peu de films australiens qui ont été tournés.
Et en fait, si on regarde, on se rend compte que dans les années 70, d'un seul coup, il y a un paquet de films qui sont arrivés d'un seul coup. Cette période est souvent appelée l'âge d'or du cinéma australien. Et donc, c'est à cette époque que le pays a connu sa nouvelle vague cinématographique. Cette nouvelle vague cinématographique avait en plus une particularité, c'est qu'en fait, il y avait à l'intérieur de cette nouvelle vague, une petite nouvelle vague qui s'est créée. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont permis cet essor cinématographique. L'un des principaux facteurs, c'est donc que le gouvernement australien a accordé d'importantes réductions d'impôts aux personnes qui avaient financé des films. Et même si le but affiché était de produire des films nobles, évidemment, ça s'est pas passé exactement comme ça. D'autant que c'était en pleine libération sexuelle. Exactement. Et en fait, le boom, on va dire, de la Ausploitation vient donc des grands groupes qui ont financé une grande quantité de films à petit budget pour limiter les impôts qu'ils payaient. Parallèlement à ça, il y a l'introduction du rating R qui avait été amené pour mettre fin à la censure et donc suivre l'évolution des mentalités de l'époque. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote parce que j'ai revu il y a pas longtemps, l'excellent documentaire Not Quite Hollywood. Not Quite Hollywood et en fait la censure avant cet assouplissement de la censure était une des plus dures du monde occidental. Ouais. Et vous voyez l'époque Thatcher, c'était pire. Anecdote qui tue, c'était que le censeur en chef était un manchot. Oui. Et, oui, c'est vrai. était un manchot et un bandit manchot. Voilà, et que en fait dans l'industrie du cinéma, les mecs qui étaient énervés après lui et après sa censure très vénère disaient qu'en fait s'il était censeur comme ça, c'est parce qu'il pouvait pas se branler devant les films avec des nanas à poil et que vu qu'il lui manquait une main, qu'il était très frustré et que c'est à cause de ça qu'il fait pas tous les films. Tu peux te branler avec une seule main, Laurent. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Hein. Il menaçait de lui casser le bras. Voilà. Enfin bon, donc cette dénomination australienne du R limitait l'accès au public de plus de 18 ans. Enfin, au public de plus de 18 ans. Et en ça, ça rappelle un petit peu le catégorie 3 en définitive, qui du coup a eu à peu près le même effet. Mais dans l'histoire du cinéma mondial, c'est toujours pareil. Hein. Les tax shelters et l'abandon de la censure, ça fait que ça explose et ça crée exactement. Le Canada a eu ça pour le tax shelter. Et donc du coup, l'arrivée du R, ça a créé un marché. Et de nombreux cinéastes ont été désireux de fournir un maximum de films. Et évidemment, particulièrement, ça a conduit à une augmentation des films violents et de sexploitation afin de capitaliser sur la libération, le nouveau classement, etc. Alors officiellement, la hausse s'est terminée dans les années 80. Officiellement. En réalité, il y a eu un soubresaut dans les années 90 et depuis très régulièrement, ça revient, etc. Mais ce qui faisait l'identité de la Ausploitation, moi personnellement, je trouve qu'on ne la retrouve plus à partir des années 90. Moi, ce que j'aimais dans la Ausploitation de l'époque, c'était un subtil mélange de violence, de sexe, mais quelque chose d'extrêmement débridé, de très imaginatif. Et il y avait toujours un sens du second degré qui était présent. Même quand tu as l'impression que c'est extrêmement sérieux, il y a toujours des scènes d'absurde qui renforcent les qualités du film. Voilà. Donc la Ausploitation, moi personnellement, je suis un des grands amoureux de ce genre. On pourrait même appeler ça un genre, n'ayons pas peur des mots. Et à vous qui, même si vous avez l'impression de ne pas connaître, en fait si, parce que vous avez sûrement déjà vu Razorback, Russell Mulcahy, donc Mad Max. Patrick. Voilà, c'est parmi les grands classiques. Allez, grand classique peut-être moins cité, mais que tout le monde adore autour de cette table, c'est Long Weekend aussi, qui est un grand classique du cinéma et qui fait partie des grands films préférés de Tarantino. Juste pour information, j'ai découvert le principe de l'exploitation vraiment avec le documentaire dont on a parlé tout à l'heure, qui est hyper important si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, donc Not Quite Hollywood. Avant, moi, Razorback et Mad Max, je les mettais pas forcément, à part qu'ils soient australiens, je les mettais pas forcément dans un même panier en fait. Et en découvrant ce documentaire, je vous dis n'importe qui, vous êtes cinéphile, déviant comme nous vous l'êtes aussi, vous regardez ce documentaire, vous avez envie de voir 40 films en sortant. C'est pas possible autrement. Le plus, il est bien fait pour te donner envie. C'est vraiment c'est le point de départ de si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans. Avant de regarder les films dont on va vous parler, regardez bien ce documentaire-là parce que vous allez pouvoir les contextualiser entre eux et comprendre les courants, quoi. Et en plus, c'est vraiment un putain de doc. C'est ultra rythmé, c'est très drôle, c'est le montage est au cordeau, c'est très très cool. Merci Xavier. Merci professeur. Du coup, on fait le tour de table des films que vous avez choisis et on commence avec Talal.
Ouais, alors moi, Je crois, juste, il faut dire, on t'a choisi un ordre chronologique. Oui. C'est assez intéressant parce que du coup, voilà, on va voir un petit peu l'évolution de tout le genre à travers les films qu'on Laurent, va ça couvrir. fait 2 ans que c'est l'ordre chronologique. Quand on fait Et deux- justement, Toujours. Dalal, C'est vrai je préfère te Ah oui. prévenir. Je dirais C'est pour ça qu'il y a un justement, ordre. je compte sur toi en fait pour pouvoir rajouter un détail particulier sur la Exploitation. Ouais, juste, Laurent vient de découvrir que depuis Tu vas voir, je vais rebondir dessus. Mind blown. Ça fait depuis 1 an et demi qu'on fait par ordre chronologique les films, il découvre ça Laurent, on a fait c'est bien qu'on le fait comme ça. Mec, ça fait 1 an et demi que C'est pour ça que sur l'œil du pif, je fais au pif. Oh là là, vous êtes trop subtil pour moi. c'est bon. Vas-y. Alors j'étais un petit peu déboussolé avec ce thème qui m'était très curieux. En fait, j'étais pour qu'on aille dans ce thème-là, mais en même temps, je ne savais pas quoi choisir parce que je voulais pas reparler de Razorback, reparler de Long Weekend, reparler de Mad Max. Et du coup, je me suis tourné vers le professeur Xavier en lui disant, dis-moi, je tapotais l'épaule, je lui ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles ? Et Xavier m'a conseillé de me pencher sur la carrière de Peter Weir, de plus particulièrement son 3e film, qui s'appelle La Dernière Vague, qui date de 1977, qui est peut-être le plus noble, on va dire, des films que vous avez choisis. C'est Voilà. peut-être le moins Exploitation. Et justement, Voilà. voilà. En fait, je vais rebondir dessus tout de suite. Tu vas faire Boing. Voilà, c'est qu'en fait, comme je vous expliquais, au niveau de la Exploitation, la Oz, en fait, c'est une mini nouvelle vague dans une grande nouvelle vague. Et en fait, Peter Weir, c'est le réalisateur par excellence qui a réussi à faire une sorte de lien entre les deux. Il est l'ensemble des nouvelles vagues. Et typiquement, un truc comme La Dernière Vague, c'est un parfait représentant des deux. Vous pouvez vraiment le prendre comme un pur film noble de la nouvelle vague, comme vous pouvez le prendre comme un film de la Exploitation pure et dure. Voilà. Et donc du coup, j'avais ma grosse shame list qui était la première carrière de Peter Weir, la carrière australienne, parce que je connais surtout comme beaucoup de gens l'américaine. Et j'avais pas vu les voitures qui ont mangé Paris. Et surtout, c'est ça le plus gros de la shame list, c'était Picnic à Hanging Rock, que j'ai fini par voir par la même occasion, en récupérant ce coffret DVD qui date d'il y a peut-être 10 ans. Et j'étais alors partagé, on va dire. J'ai fini par voir Hanging Rock et je me suis fait chier, très honnêtement. Mais je voyais complètement où il en venir et je le recontextualisais et je voyais l'intérêt qu'avait le film. Et du coup, j'ai préféré La Dernière Vague parce que, et je vais détailler un peu plus, on est dans quelque chose de plus abouti. En fait, on est moins dans quelque chose d'expérimental. Peter Weir se retrouve, commence à prendre son envol par rapport à la narration. Et pour le coup, autant le début de La Dernière Vague, j'ai parlé du pitch, tout ça, hein, autant le début de La Dernière Vague est un peu laborieux, autant dès que la narration s'installe, c'est ultra prenant. Et là, j'ai reconnu le Peter Weir que je connais des films américains. Et là, sa grande force, c'est cette maîtrise de la narration qui est vraiment sans faille. Donc de quoi ça parle La Dernière Vague ? Donc plusieurs phénomènes, on va dire météorologiques, s'abattent sur l'Australie, des phénomènes inhabituels, des pluies de grêle avec des gros morceaux de grêle, des pluies de boue, ensuite des pluies de grenouilles même, ça c'est assez c'est plus rare. Et dans ce contexte-là, donc David, qui est incarné par Richard Chamberlain, que vous connaissez peut-être pour d'avoir joué sur ce Alan super Quaterman. téléfilm. Bien sûr. Alors, Alan Quaterman et les mines du roi Salomon. Ah ouais. Ah, avec Sharon Stone. Oui, c'est vrai. Le Soudiana Jones. Et puis Shogun, Les oiseaux se cachent pour mourir. Voilà, je pensais surtout à ce téléfilm que ma mère adorait dans les années 90 qui passait en boucle, c'était Les oiseaux qui se cachent pour mourir. Donc Richard Chamberlain joue un avocat qui va faire un rêve très étrange d'un homme aborigène qui va lui montrer une pierre ensanglantée. Et à partir de ce moment-là, ce rêve-là coïncide en fait avec un crime qui a lieu dans la ville, c'est à Sydney si je ne me trompe pas, qui est un homme qui se fait attaquer par un groupe d'aborigènes. Et ces hommes vont se faire arrêter et David va se retrouver à prendre la défense de ces aborigènes qui restent très silencieux, qui ne veulent pas se défendre. Et David, fasciné, va devenir au fur et à mesure obsédé par cette quête et pour comprendre en fait ce qui leur arrive et pourquoi ils en sont là. Et il va au fur et à mesure perdre pied et basculer dans une réalité autre, une réalité de rêve, une réalité assez onirique. Donc je le disais tout à l'heure, c'est le 3e film de Peter Weir.
C'est un film qui a finalement, je pense, alors, Picnic à Hanging Rock a été apparemment un gros carton en Australie, ce qui est assez surprenant quand on voit le film en fait, ce qui est une lenteur particulière. Et ce film-là, pour le coup, a vraiment explosé les frontières parce qu'il a beaucoup voyagé. C'est ce qui lui a permis un peu de se faire connaître. C'est ce qui lui a permis aussi de se faire engager par les Américains pour commencer sa grande carrière américaine. Et par exemple, en France, nous, à l'époque, il avait gagné le Grand Prix à Avoriaz, donc en 78, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un film très riche. Qui est assez clair en fait dans ce qu'il raconte, à tel point qu'au départ j'avais très peur de me retrouver avec c'est un énième film sur la culpabilité des Blancs, sur la colonisation et un truc un peu lourdeau. Finalement il est assez subtil là-dessus et il est dans la continuité de ce qu'il avait déjà commencé sur Hanging Rock, c'est-à-dire que Hanging Rock je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça se passe au début du siècle et c'est des jeunes filles qui se perdent dans une montagne qui appartenait à une terre aborigène. Déjà l'Australie est déjà une terre aborigène, et cette zone en particulier, moi si je me trompe dans le pitch, est très forte symboliquement, très chargée en histoire aborigène. Et donc là c'est un peu la même chose dans le sens où il va vraiment confronter les chocs des civilisations, la civilisation blanche australienne et son incompréhension face à la culture aborigène. D'ailleurs, il y a des scènes de tribunal où les personnages vont se retrouver à argumenter par rapport à la loi aborigène, du fait que justement, si un crime est commis en territoire aborigène, où la culture aborigène est reconnue à ce moment-là, le crime est accepté. Mais comme il n'y a pas d'aborigènes, de tribus aborigènes en Australie, à ce moment-là, c'est un vrai crime et il faut accuser ce groupe d'aborigènes. J'ai arrêté de dire aborigènes, j'ai l'impression d'avoir dit 30 fois. Donc voilà, c'est un film qui va vraiment cette fois rester dans cet onirisme qu'avait installé Hanging Rock, mais qui va exploiter beaucoup plus la dimension mystique. Et on le voit parce que le personnage de David rêve beaucoup, et ses rêves prennent un sens, mais c'est pas pour autant qu'à la fin ce sens va être clair. Donc voilà, c'est un film que j'ai aimé au final. Je dirais pas qu'il m'a touché, mais j'ai vu vraiment un réalisateur naître, et un grand réalisateur naître. C'est un film aussi qui va beaucoup parler de la terre, d'injustice. Voilà, je sais pas comment, David, Xavier, tu vas aller peut-être un peu plus loin dans cette réflexion, parce que j'ai vraiment découvert un cinéma. Je te remercie de m'avoir proposé ce film. Voilà. Et juste un petit détail technique, le film est très très beau, et c'est pas anodin, parce que c'est à la lumière, c'est Russell Boyd, c'est le fidèle chef-op de Peter Weir, parce qu'il a accompagné quasiment dans toute sa filmographie jusqu'à Master and Commander et le dernier dont le titre m'échappe. Voilà, c'est Chemin de la liberté. Merci, que j'ai pas vu. Voilà, merci encore. Bon bah c'est cool, hein, si vous faites si des ça t'a bisous, plu. vous touchez. On se fait un check. Allez. Voilà, Ouais, un check. Voilà. Mais ouais, bah du coup en fait moi si je t'ai proposé ça, c'est pour moi en fait commencer dans la Hausploitation. Je pense que la dernière vague ça peut être un bon point d'accès pour un public qui n'est pas purement là pour l'exploitation en fait. Si tu viens justement d'un versant peut-être soit plus classique, ou qu'au niveau de tes goûts t'es pas trop porté tout de suite sur de la déviance, sur de la violence, sur du cul ou machin, ça peut être une manière assez jolie de pouvoir rentrer doucettement dans la Hausploitation. Mais on n'est pas loin, cependant, on n'est pas loin de Long Weekend, Ouais. et même à un certain Tout à degré fait. de Razorback. Tout à fait. Ça reste un film qui est très... je disais tout à l'heure, qui parle de la terre, Ouais. qui parle de la nature, où la nature est omniprésente, où cette culture aborigène est omniprésente. Et finalement, tous ces films sont connectés. Alors, j'ai pas vu les autres malheureusement, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ce point commun. Et puis finalement, c'est le film le plus australien dans sa thématique et dans son identité narrative, c'est-à-dire dans les cadres dans lesquels il s'inscrit et les thèmes qu'il aborde, de tous les films dont on va parler ce soir. Et
puisque ce n'est pas un film d'exploitation en fait. C'est un film qui s'inscrit dans l'exploitation de par son origine et de par son courant fantastique, mais c'est pas du tout un film d'exploitation. Moi je me rappelle vraiment d'un film, j'ai pas revu à l'occasion de ce Pifcast, mais j'avais vu le film, je me rappelle vraiment d'un film déjà très beau visuellement, avec vraiment des images très marquantes, et beaucoup de spiritualité surtout, vraiment. Justement, c'était un film sur le fait que la collision entre la spiritualité d'une civilisation qui a été décimée par l'arrivée des Occidentaux voilà, qui essaie de ressurgir en fait, puisque je crois que pour moi c'est ce que j'ai compris du film, c'est que les rêves qu'il fait c'est l'âme de la culture aborigène qui essaye de refaire surface. J'ai trouvé ça très beau, et c'est vrai que je fais partie de ceux qui trouvent Picnic à Hanging Rock aussi fascinant que chiant. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de regarder le film en me disant putain c'est beau, mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est chiant. Je trouve en effet comme toi qu'avec La Dernière Vague, il a fait un pas vers une narration plus commerciale entre guillemets, tout en réussissant à garder ses spécificités de conteurs qui aiment les ambiances s'installer et tout. Et j'en avais un très beau souvenir. Et en fait, pour même aller un petit peu plus loin, même c'est en fait pourquoi la Housploitation aussi, en dehors de ce que je vous ai expliqué, c'est un rapport aussi particulier sur le cinéma que tu reçois toi en tant qu'Australien. Parce que à un moment, tu recevais un cinéma qui n'était pas ton identité, et après tu as commencé à recevoir des films qui ont été tournés chez toi, mais qui n'étaient pas ton identité. Comme Waking Fright. Exactement, voilà, de Ted Kotcheff. Ou il y en avait un autre célèbre aussi, The Walkabout. Walkabout, ouais. Très bien d'ailleurs, Walkabout. Super film. Et en fait, la Housploitation, c'est aussi une tentative de redonner de l'identité au cinéma. Donc c'est censé être un type de cinéma qui va parler à l'Australien. Sauf que on est dans une vague d'exploitation, et dans cette vague d'exploitation, il y a aussi un côté où faut que ça rapporte de la thune. Et donc pour capitaliser, ils n'hésitaient pas à prendre des acteurs américains qui se retrouvaient en Australie et pour pouvoir vendre les films dans d'autres pays. Ils n'hésitaient même pas à prendre des mecs qui étaient à Hollywood dans les années 30 ou 40 juste pour pouvoir mettre un nom dans le film, genre hey, t'as vu qui on a. Puis, ce qui est très drôle aussi, c'est que si vous connaissez un peu l'histoire de l'Australie, c'est que l'Australie était la prison de l'Angleterre en fait. C'est-à-dire que les premiers colons australiens, c'était des criminels. C'était des criminels parfois même assez vraiment tordus, qui étaient envoyés en Australie dans les pénitenciers par les Anglais parce qu'ils en voulaient plus sur leur terre. Et c'est marrant en fait d'avoir un côté complètement starbé dans le cinéma d'exploitation si tu remets ça en perspective avec le fait que ce pays est plus ou moins avoir été censé et avoir été fondé par une bande de bons gros déglingos quoi. Cyril, c'est moi le suivant. Non, mais tu t'as pas donné ton avis. Faut que je le revoie en fait. J'ai vu le film en faisant un truc que je fais rarement, c'est en faisant autre chose en même temps. J'étais un peu distrait. C'est un film qui se mérite, et du coup, je l'ai regardé sans vraiment trop comprendre ce qui se passait, et j'ai pas eu le temps de le revoir vraiment sérieusement mais voilà, c'est con. Moi, je m'attendais à un film avec une vague géante qui attaque le truc, et tout le long j'étais là, mais en fait non, c'est pas ça le film. Et c'est pas Roland Emmerich. Non, mais vraiment, je te jure, je suis con, et voilà. Donc j'ai pas vu tous les films de la période comme toi. J'ai vu aucun des films de la période australienne de Peter Weir, mais pourtant c'est un film que je rêve de voir depuis des années, que j'ai en DVD depuis des années, et je regarderai sûrement un jour Picnic à King Rock et celui-là, mais là pour le moment j'ai foiré c'est rare que je prépare mieux, mais pour les parce que je crois que c'est le cas dans notre film aussi. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Que j'ai vu en fait. Il y en a un que j'ai vu parmi les vôtres, c'est le tien. Véro. D'accord. Et toi Véro, la dernière vague. Alors moi je l'ai vu en VOD, il est disponible en VOD. Non, mais j'avais acheté le DVD, donc j'avais plus besoin de le chercher celui-là. Ça va. J'ai trouvé ça un peu difficile d'accès quand même. Je suis pas trop rentrée dedans. C'est pas moi alors du coup. C'est pas moi en fait. Mais je faisais rien pendant. Ouais. J'ai regardé le film quoi. J'adore Picnic à Hanging Rock pour le coup. Et là, je sais pas, j'ai moins accroché au personnage. Je sais pas. Richard quoi. La partie procédurale est quand même un peu difficile, je trouve, à suivre. Et c'est les mystères aussi du rêve. Et en fait, limite, je vais pas dire que tu t'en fous de la partie procédurale, mais c'est plus le mystère du rêve en fait. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est Pierre, qu'est-ce que c'est. Si, ce que je pourrais rajouter moi, c'est que l'aborigène a des chouettes cheveux, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. On passe à mon film. Ouais. C'est ton film qui a inspiré une chanson de la compagnie créole. Bal masqué. Oui.
Pourquoi est-ce que tu vas nous parler Parce de... que c'est Harlequin. Harlequin. Donc c'est un film réalisé par Simon Windsor de 1980. Donc Simon Windsor, après il fera Sauver Willy ou Harley Davidson et l'homme au Santiago. Ça, par contre, voilà, ça c'est un bon film, ça. Véronique Davidson et l'homme au Ouais, Santiago. c'est La Famille, Le fantôme du Bengale ou Daryl. Et surtout c'est un film écrit par qui a fait Everett Daryl de Roche. Je sais Alors, Everett de Roche, Ah, le Everett de maître. Roche. Tu n'en as pas parlé dans ton intro. C'est vrai. Mais Mais tu dans- aurais C'est pu. normal, Mais je dans vais en parler documentaire, je vais D'accord. en parler chez moi. De Très Everett bien. de Roche. Mais dans le documentaire sur No Côté Wood, ils en parlent beaucoup. Et pareil, Bah, la il est musique. il est dans le docu. Ouais, Ouais, mais surtout. surtout, ils expliquent que c'est un peu lui le liant. C'est enfin, le parrain. Et pareil, la musique de Brian May. Peut-être Bah, que Mad tu Max, quoi. ouais, peut-être que tu en parles là, mais il est Ouais, aussi Furia derrière plein de. Aussi. Vous parlez beaucoup de ce documentaire. Il est sorti quand? On peut le voir où? Il est En sorti 2008. Je crois. Ouais, il est pas sorti en France. Sachez qu'on Non. on interrompt comme Mais le. il y a un DVD et Pardon, Blu-ray. pardon, excuse-moi, Il est sorti en DVD et Blu-ray. Il a on peut failli pas, sortir en salle en France parce que je voulais le passer à mon festival à Lyon à l'époque. Il y avait un distributeur, une copie 35 qui a failli tirer, machin et tout. Finalement, il n'y a rien eu, mais ça a été prévu qu'il sorte en salle en France, ce qui était comme Mais super en tout cas, curieux. moi, je conseille vraiment aux gens, regardez-le, quoi. C'est rare d'avoir un documentaire où dans 1h40, vous allez vraiment en apprendre plein. Ça va, on l'a dit, c'est bon. Du coup, le film est avec Robert Powell, David Hemmings et Carmen Duncan. Le pitch. Alors, c'est le sénateur Nick Rast qui voit sa carrière politique boostée suite à la mystérieuse noyade du gouverneur Steele. Et en fait, ça tombe mal pour sa famille, donc sa femme et son fils, parce qu'il les laissait déjà pas mal. Donc sa femme s'appelle Sandra, son fils s'appelle Alex. Et Alex, pourtant, le petit Alex, il est atteint d'une grave leucémie en phase terminale. Et justement, lors de son anniversaire, au petit garçon, il y a un clown un peu étrange qui fait son apparition, qui fait des tours de magie un peu surprenants, genre il fait claquer le tonnerre. Et en fait, ce clown, il s'appelle Gregory Wolf. Et le soir de l'anniversaire, il fait éruption dans la maison et dans la chambre de l'enfant. Et il dit à ses parents qu'en fait, il peut guérir l'enfant. Et effectivement, l'enfant guérit miraculeusement. Et en fait, ce personnage, Gregory Wolf, va s'immiscer dans la vie de la famille, être de plus en plus intrusif. Et ça va déranger Rast, donc le sénateur, qui va commencer à faire des recherches sur lui pour savoir qui il est. Il découvre qu'en fait il est censé être mort. Enfin bref, je ne vais pas tout dévoiler. Il vient de Strasbourg. C'est véridique. Ça apparaît C'est au vrai, début. en plus. Ça apparaît très tôt, ça. Ça apparaît assez tôt. Et donc il s'immisce dans la vie des races, il se lie d'amitié avec le petit garçon qui est donc guéri. Il commence un peu à troubler la mère de famille qui est de toute façon délaissée. Et sa présence fait débat dans l'entourage politique de Nick Rast. Voilà. Et on se demande si c'est une menace ou pas pour la famille et pour la carrière du sénateur. Le scénario, en fait, il est librement inspiré de l'histoire du moine Grigory Rasputin, qui était un personnage réel des années 1900, qui était un guérisseur qui était entré dans la vie du tsar Nicolas II. Donc vous notez l'anagramme avec Nick Rast. Il y a eu un très bon film avec Christopher Lee, produit par la Hammer, sur le personnage. Et il y en a un avec Gérard Depardieu aussi. Ouais. Et, Je sais pas s'il est très bon pour le coup. qui était donc entré dans la vie du tsar Nicolas II avec sa femme, via sa femme Alexandra. Donc là, elle s'appelle Sandra dans le film, pour soigner son fils Alexis, qui s'appelle donc Alex. Donc voilà, c'est bon pour l'analogie. Et comme dans la véritable histoire de Rasputin, en fait, ici, l'intérêt, c'est le doute sur les véritables intentions du personnage de Wolf. Est-ce que c'est vraiment un magicien ou est-ce que c'est un charlatan? Est-ce que c'est un ange gardien pour tous ces gens-là ou est-ce qu'en fait, c'est le loup entré dans la bergerie? Il s'appelle Wolf. Exactement. Sandra, à un moment donné, dit de lui qu'il pousse les gens à dépasser leurs limites. Et en fait, lui dit qu'en fait, chacun fait ce que lui, projette en lui ce qu'il voudrait qu'on leur fasse faire, en fait. Un peu ce qu'on... C'est un révélateur. Un peu. Ouais, voilà, exactement. C'est un genre de catalyseur, on va dire, des actions des gens. Et il dit même qu'il est là parce qu'on l'a appelé, en fait. Donc, il n'a pas demandé à venir. Et en fait, c'est vraiment l'intérêt du film, c'est ça, c'est cette ambiguïté qui existe aussi dans le genre du film. C'est-à-dire que c'est aussi bien du fantastique qu'un thriller politique même, et un drame familial, parce qu'il y a aussi quand même l'histoire de cette famille qui est complètement déchirée et chaotique. Il y a vraiment des moments très angoissants, notamment une scène dans une voiture au bord d'une falaise où Wolf est avec le petit garçon et il lui apprend sa magie.
Et on ne sait pas en fait si c'est vrai ou si on continue de douter malgré les faits qu'on peut constater. Et en fait, j'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il a une ambiance absolument particulière. Enfin, je le trouve vraiment unique. Il est inclassable en fait. Enfin, c'est peut-être quelque chose propre à la exploitation. C'est aussi des territoires tellement mixtes et c'est exactement ça, parce que du coup tu te retrouves dans un film fantastique troublant, qui marche vachement sur le mystère, tout en étant extrêmement mental, parce qu'en fait le personnage d'Arlequin, c'est une sorte de catalyseur des désirs profonds des personnages. Et en fait, il est là, il fait avancer l'histoire, mais il fait pas que avancer l'histoire de par son mystère, il fait avancer l'histoire aussi par tout ce qu'il révèle de tout le monde par son intermédiaire et juste par sa présence. D'ailleurs, le nom Arlequin, ça vient de la Commedia dell'arte, donc le théâtre italien. Et c'est un personnage qui était le serviteur des autres personnages, donc qui servait à faire progresser l'histoire, mais qui aussi pouvait s'adresser au public. En fait, c'était le seul personnage qui pouvait s'adresser directement au public. Un peu comme Scapin. Donc du coup, c'est cette espèce d'entre-deux entre la réalité et l'imaginaire. Voilà. Moi, personnellement, c'est un film que j'ai découvert par hasard. Parce qu'en fait, moi, pour la Ausploitation, en fait, j'ai compris le concept de Ausploitation par accident. En fait, en Bourgogne, vous apprendrez que ça commence super bien. Vous pouviez en fait capter la télé suisse romande. Et en fait, la télé suisse romande a été un de mes grands amours de jeunesse, car tous les samedis à minuit, il passait un film fantastique. Mais c'est pas, je vous parle pas des jeudis de l'angoisse ou un truc comme ça. Il passait des films fantastiques, mais de dingue. C'est là que j'ai découvert Suspiria. Tous les films de Ausploitation, j'ai vu Razorback. En gros, j'ai quasiment vu coup sur coup Razorback, Arlequin, Patrick, Déviation mortelle. Enfin. Pour ceux qui connaissent le festival, le NIF, c'est les squelettes. En introduction donc de chaque film, il y a le logo enfin même c'est pas le logo, c'est la petite animation qui le film de minuit, la TSR. Et c'est moi ça a été énorme dans ma jeunesse. Et Arlequin, en fait, celui-là était en même particulier parce que du coup, à l'époque, c'était en VHS, donc du coup, je le programmais. Et en fait, ce con de Magnéto, on va pas dire que c'était la télé suisse romande, mais en fait, ils sont à l'heure. Non, et en fait, ils ont balancé le film trop tôt. Donc en fait, j'avais pas le début du film, donc j'avais pas le titre, donc j'étais là parce qu'en fait, moi, je regardais pas ce que c'était. Moi, je prenais, c'est OK, minuit, allez, hop, j'enregistre, je sais que ça va être de la balle. Et il y a le truc. Je dis putain c'est mortel et tout, et après t'es comme un con, putain c'était quoi le film. Sauf que évidemment moi j'avais pas le programme de la Suisse romande puisque c'était un autre pays. Donc ça a été sur internet Non en fait j'ai retrouvé, en fait j'ai fait tous les VHS, tous les vidéoclubs de Dijon, et j'ai regardé toutes les VHS pour essayer de retrouver le truc. Bon ça va, la jaquette elle est quand même assez explicite. Mais d'où Dijon c'est si proche que ça de la Suisse Bah écoute, on captait, qu'est-ce que je te dis. Moi à Lyon je captais pas. Bah c'est Lyon quoi. Cyril, tu l'as vu toi le film? Oui, je l'ai même programmé à l'époque à mon festival à Lyon. Je l'ai découvert récemment je suis désolé à chaque fois je fais ma promo, mais j'ai découvert là pour le Pifcast. Je suis un peu dubitatif sur le film, c'est que je trouve ça bien, mais j'ai pas pété un câble dessus. Je sais pas pourquoi, dire comment, parce que fondamentalement c'est plutôt bien fait, tu t'ennuies pas trop, mais j'ai pas eu un crush dessus. Je suis comme toi. Je pense que c'est pas nul, mais je pas de crush. Je trouve que la photo est vraiment pas engageante. Les costumes qu'ils portent sont horribles. Le film a une patine visuelle qui est vraiment pas séduisante. Et on parle de la musique. Ouais aussi. Voilà. Par contre, c'est bizarre ce qu'elle dit ironique sur l'histoire derrière le truc, ça le rend peut-être plus intéressant finalement. Le sous-texte. Le scénar d'Everett de Roche est passionnant, mais ce mec est un putain de scénariste. Mais même les costumes. Alors je suis d'accord pour dire que les costumes peuvent potentiellement rebuter, mais le fait est qu'en fait les costumes aussi racontent des choses. Oui, mais c'est les costumes de l'arte, machin, tout, c'est ce truc-là, c'est le truc. Tout à fait, mais ça représente même sa place ou sa fonction à des instants T. Oui. C'est en fait mon masque, devinez qui je suis quoi. En fait le film est extrêmement codifié. Alors c'est un code interne bien évidemment qui nécessite d'être déchiffré pour essayer de prendre tous les tenants et aboutissants, mais voilà, bon moi je dis ça, je t'ai vu plusieurs fois le film parce que j'ai fissuré dessus, mais voilà. Ah ouais. Et on a dealé pour que je puisse le prendre parce qu'il voulait le prendre. Non, mais c'est quand même curieux que tu fissures dessus parce que comme lui dit Laurent à l'instant, moi j'ai trouvé ça pas nul, mais je me suis jamais passionné pour ce film-là. Il y a rien qui peut me rendre en me dire putain c'est charmé. Mais je trouve complètement unique ce film-là. Enfin je sais pas. Il est unique, mais bizarrement ça m'a pas
Ça n'a pas beauté plus Toi, que ça, Talal quoi. Ah non, moi je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que justement dans le ton, tu sais pas sur quel pied danser. Et tu peux dire qu'il a le cul coincé entre deux chaises, mais en même temps, il a un truc qu'il assume complètement. Et c'est cette ambiguïté qui maintient jusqu'au bout, qui me d'ailleurs fait poser la question de alors. Tu vois. Et ouais, c'est après voilà, l'exécution est pas au rendez-vous, mais Non, ouais, c'est ça. Je suis d'accord que la photo est pas. Et là, super bien, mais l'exécution est lambda. et le mec joue bien. C'est lui en tête. Ah c'est ouais. surtout Ouais. c'est lui qui porte le Et film. un quoi. super brushing. Il a un côté. Il est excellent aussi dans le Survivant. Ouais. Aussi. Ouais, c'est pareil. Tous ces films sont sortis avec Mad Movies. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la aussi. première. Oui, il y a une époque où il y avait plein d'inédits. La première grosse salve d'inédits vidéo. Alors il y a eu des films gothiques italiens, Italiens, ouais. et il y a eu Le Exploitation. Survivant du monde Et parallèle. le Survivant, il y a eu First. Il y a eu il y a eu Le Patrick. film de vampire Ouais. Exploitation. Il y a eu Patrick, il y a eu Il y a eu Patrick, Harlequin. ouais. Et c'est marrant parce que pour une sélection, on va dire, de films exploitation, je m'attendais à un truc beaucoup plus B. J'ai mis le film, je savais pas du tout ce que ça allait être. Je t'ai demandé si c'est pas un slasher, non, parce que je voyais la jaquette Non. avec le titre. Et non, c'est pas un slasher. Et je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus B. Et Non, mais attends, finalement, cherche pas. c'est Le seul B du ici, tout. c'est moi. Donc, Non, mais tu Ouais, vois, sur- aussi. Dans exploitation, tu penses à tout à du fait, B, quoi, tout à mais- fait. Mais en fait, le truc aussi, je pense qu'on a plus fonctionné au coup de cœur généralement, et je pense aussi qu'on inconsciemment, on s'est tous dit que de toute façon, les gens ils vont regarder Not Quite Hollywood après, et de Ils toute vont façon, tous ils les vont avoir une liste de bâtards, voilà quoi. Ah, puis le but c'était d'éviter aussi Mad Max, Razorback. Et tout Oui, ça. voilà, Donc, tu Puis vois, Razorback, on en a déjà parlé dans l'émission sur les grosses bébêtes. Tout Tout à à fait. fait. À toi, Xavier. Alors, moi donc, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur, pareil, que j'avais eu en exploitation. Et en fait, le truc qui est très marrant, c'est que en fait, ça m'avait fait le même coup que Harlequin. Et pareil, ce film-là, donc Déviation mortelle, Road Games en VO, c'est un film dont je n'avais pas le titre. Et celui-là, par contre, j'ai galéré pour le trouver. Celui-là, j'ai vraiment galéré. C'est avec Mike Hammer. Voilà, ça m'a aidé. Donc en fait, il s'agit d'un film australien réalisé par l'immense Richard Franklin en 81. ça, c'est un bon, lui, vraiment. Ah quoi. bah c'est voilà quoi, Patrick, Psychose 2, Link, Si vous voulez en savoir un peu plus dans le Mad Movies de janvier, il y a Ouais. un dossier Ah ouais. sur Très, Richard très Franklin. intéressant. Parce que Franklin, pour moi, c'est un des oubliés dans les masters du horror. mais carrément, quoi. C'est un Et tueur. en plus, il a une super carapace. J'ai Franklin pensé la à ça. tortue. Pas mal. Et en J'aurais plus pas donc osé. d'avoir un putain de réalisateur, on a en plus derrière The scénariste, Everett DeRoche, Long Weekend, Patrick Razorback. Bon, voilà. À la musique, Brian May, de super compositeur. Again. Voilà, On Again. précise, hein, c'est pas le Brian May que tout le monde Non. connaît. Non, c'est pas Non, Queen. mais- Non. Non, mais il faut on est dire, pas je dans Ah ouais. je l'ai longtemps cru, Mais hein, c'est j'étais celui de Mad longtemps Max. persuadé. Mad Max 2, c'est Brian May. donc, C'est ça. Mais j'ai Voilà. longtemps cru que Et de c'était le même. hein. Furia. Et de Furia, oui. le Aja. Oui, c'est lui qui a Ah, fait il la a fait musique du musique, Aja. d'accord, c'est Et la rigolo. musique du Aja est pourrie. Ah merde. Voilà, mais C'est bon, de la flûte. bref. Enfin, en tout cas, tout ça pour vous dire que donc Déviation mortelle, c'est déjà une brochette de malades dans la exploitation, et avec en acteurs principaux des Américains. Donc on a Stacy Keach, donc comme tu l'as dit, Mike Hammer, et on a donc Jamie Lee Curtis. Très jeune. Petit détail, alors c'était post-Fog, D'accord. pour être- Ah, mais je Et reviendrai, Halloween. Donc moi dénudé. je reviendrai là-dessus. Et surtout, il ne faut pas oublier Grant Page qui joue Smith ou Jones. Bon, le nom a l'air bizarre, mais vous comprendrez en regardant le Oui. film. Grant Page, qui est un cascadeur, qui est à l'origine des cascades les plus impressionnantes de la exploitation. Stunt Rock. Stunt rock, ouais. D'accord. Voilà, quoi. Alors, donc, Oula. de quoi s'agit-il? Sur les grandes routes rectilignes et désolées du grand désert australien, un chauffeur de poids lourd se retrouve confronté à un mystérieux tueur en série qui utilise les charmes d'une jeune autostoppeuse pour attirer des conducteurs dans ses pièges diaboliques. Ça, c'est Oula. le synopsis que vous allez trouver sur Wikipédia. C'est des conneries. Bah oui, c'est totalement des conneries. Enfin, une partie est vraie, mais le Une charme partie est des vraie, voilà. autostoppeuses, c'est de la merde, ça. Donc du coup, quand moi j'ai lu ce synopsis, je fais hop, 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 hop. On va essayer de remettre les pendules à l'heure. T'as oublié un hop. Dans la réalité, Déviation mortelle est en fait la version un peu plus bis de Fenêtre sur cour. Voilà. En fait, l'idée principale du film, c'était Qui voit donc des choses l'idée et même que personne ne le croit. c'était même en fait l'idée de Richard Franklin. Donc
Pour recontextualiser, pour comprendre l'idée, Richard Franklin est un inconditionnel de Hitchcock. C'est un fan pur et dur de Hitchcock. Si vous avez vu Patrick, le découpage de Patrick, c'est inspiré de Hitchcock. Donc pour Déviation mortelle, il a pris le scénario de Fenêtre sur cour, il l'a filé à De Roche, il lui a dit « Tu vois ce que je veux faire, c'est un truc comme ça ». De Roche, il a lu le scénar, il a fait « Ça défonce, pour moi, il y a une idée géniale à faire, on va faire Fenêtre sur cour, mais dans un camion, en mouvement ». En mouvement, oui. Voilà. Même tu dis, c'est vrai en fait. Et ouais. Et en fait, donc, la véritable histoire de Déviation mortelle, c'est Stacy Keach, qui est un conducteur de poids lourd, qui, par le plus incroyable des hasards, car sur la route, on est dans une communauté, puisque on dépasse les gens, ils nous dépassent, on peut se recroiser plusieurs fois, à des arrêts, voilà, exactement, on peut tout le temps se recroiser. Et en fait, de fil en aiguille, des petits détails qui vont commencer à lui mettre la puce à l'oreille, alors qu'à la radio, il entend des histoires de disparition, de meurtre, etc. Petit à petit, il va se mettre en tête qu'un mec qui conduit un van vert, c'est en fait un tueur en série qui traverse le pays pour enterrer des morceaux de jeunes filles. Je crois que je l'ai vu. Voilà. Je t'entends pareil, j'ai l'impression d'avoir vu le film Gamin, en fait. Et ce truc-là, en fait, donc il est passé sur la télé suisse romande. En France, il est passé plusieurs fois. Il est passé sur la 5, me semble-t-il. Et il était repassé après sur Canal Jimmy. Ouais, il est en ce moment sur le câble. Il est sur Ciné+. Il est sorti en Blu-ray chez Canal+, dans la collection Make My Day de Torre. Voilà. En Blu-ray, donc récemment en France, là. Voilà. Déviation mortelle, en fait, c'est pour moi un enfin, si je l'ai choisi, c'est que pour moi il représente vraiment l'apport que peut apporter la Housploitation comparé au reste du cinéma mondial. Vous allez voir en fait donc une version bis de Fenêtre sur cour, avec à la fois ce petit côté un peu horreur, un petit peu bizarroïde, des instants d'humour des fois qui ont l'air totalement incohérent le film est très très drôle, je trouve, et qui en fait va être repris au fur et à mesure pour en fait devenir un comique de répétition, et en fait le film est extrêmement drôle, quoi. C'est vraiment j'ai rigolé de bon cœur quand je l'ai vu, mais carrément, quoi. Pas juste j'ai souri, j'ai ricané, quoi, j'ai tout ça, vraiment très drôle, vraiment je me suis surpris à rire devant le film, quoi. Voilà. Et donc en fait le scénario il a été écrit en fait sur une période de 8 jours dans un hôtel. Donc en fait, De Roche tout seul en train d'écrire son truc, et Richard Franklin, lui, il était sur le Lagon Bleu, et en fait, il ne venait que pendant les pauses. Étonnamment, avec une écriture pareille, on s'est retrouvé avec un budget de 1,75 million de dollars, qui était le plus gros budget d'un film australien jamais réalisé. Et du coup, Franklin, il avait des idées en tête un peu... Bon. Voilà. Il voulait Sean Connery à la tête du film, mais bon, comme il pouvait pas le payer, il a pris Stacy Keach. Et pour Jamie Lee Curtis, en fait, le hasard en fait voulait que il a visité en fait le plateau de Fogg. Et du coup, c'est Carpenter qui lui a suggéré une petite actrice, ma foi, fort sympathique pour jouer dans son film. D'autant que fille d'une actrice Hitchcockienne par excellence, ça tombait bien. Exactement. Et d'ailleurs, alors ça, il y a un petit easter egg, je vous laisserai le chercher. Il y a un hommage au père de Jamie Lee Curtis aussi. Mais je vous dis pas quoi. Voilà. Voilà. Enfin, donc du coup, Déviation mortelle, ouais, c'est à la fois une comédie, c'est un thriller à suspense. Il y a quelques scènes que tu ne trouveras que dans le cinéma de Housploitation. L'histoire, par exemple, sur les lapins, dans ce décor, le coup du dingo. Il y a des trucs de fou. Au niveau de la réalisation, pareil, il y a des trucs de malade. Il y a un plan à 360 degrés qui est complètement dingue. Il y a une séquence toute rouge aussi dans le camion, exactement, avec les lumières rouges sur les yeux. Ça tue, merde. Moi, c'est le meilleur film de Housploitation. C'est un film complet, en fait. C'est un film total. C'est-à-dire, tu y vas, t'as tout ce que tu as envie de chercher, tout ce que tu voulais déjà d'un film qui s'appelle Déviation mortelle, tu l'as. Et en plus, tu as tout le reste que tu n'attendais pas. Et c'est super drôle. Le suspense fonctionne à 12 000 à l'heure. C'est un des meilleurs rôles de Stacy Keach. Stacy Keach est mortel, ouais, ultra charismatique. J'adore ce mec, j'ai toujours adoré ce mec. Jamie Lee Curtis, ultra sexy, super drôle et tout. Et la mise en scène, elle est tarée, c'est génial. En fait, je n'avais pas vu ce film-là, et pourtant quand j'avais vu le documentaire, c'était un de ceux avec Next of King qui me donnait le plus envie, quoi. Et je dois avouer un truc, j'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé que c'est un chef-d'œuvre, et quand je l'ai vu, j'ai fait putain, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui m'a autant enthousiasmé. Et je dis vraiment ça, je l'ai vu la semaine dernière.
Et j'étais là, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un truc qui est parfait de bout en bout. Et souvent on dit, ah, c'est génial, machin et tout, mais là, franchement, ça faisait moi des années que j'avais pas vu un film qui m'avait autant plu. C'est super drôle, donc l'acteur principal, tous les acteurs sont mortels, tu te fais jamais chier, il y a plein d'idées de mise en scène, ça se renouvelle constamment. L'intérêt est constamment renouvelé. Le titre original, donc Road Game, c'est qu'en fait, pendant le film, il s'amuse à faire des jeux au volant, genre, tu dois deviner un objet, les voilà, machins et tout. tu es qui, machin, et donc des fois, en fait, il y a une voiture qui passe, il va essayer de deviner, alors attends, le mec qui conduit, il fait quoi dans la vie? Sauf que le mec, comme il a un super sens c'est à la limite du Sherlock Holmes, même des fois, pour arriver à profiler les gens, il va se retrouver dans une situation où il va tomber sur la nana, et en fait, comme c'est la femme du mec, par exemple, il va se dire que c'est un comptable, il va lâcher ça sans même réfléchir, et du coup, la nana va commencer à être super suspicieux vis-à-vis de lui, parce qu'il a réussi à deviner, alors que jamais de la vie, elle lui a parlé du métier de son mari. Enfin, il y a des trucs... Et c'est un film qui représente vraiment l'Australie, dans le sens où l'Australie, il faut pas oublier que c'est un énorme désert et un énorme continent, d'un des plus grands... Enfin, c'est pas le plus grand, en tout cas, c'est un des plus grands pays au monde, je crois, en tant que pays tout court. Et ce film, en fait, traverse l'Australie et traverse le pays. Quand il y a le passage dans la sorte de baraquement avec les autochtones et tout, t'as l'impression d'y être. C'est vraiment... j'ai pris un panard fou, quoi. La musique, Brian May, je suis pas dingue de la musique de Mad Max 2, j'aime bien, tu vois, mais là, par contre, la musique, elle est mortelle. Il y a un thème qui revient souvent qui est génial. La fin, c'est pas une fin suisse, mais il y a des trucs dans la fin, niveau cascade, qui sont assez dingos aussi, quoi. Alors, petit détail pour la fin, sans spoiler, ce n'était pas la fin prévue à l'origine, et la fin prévue à l'origine devait avoir beaucoup plus de cascades, justement liées à les personnages qu'ils rencontrent dans le film. Ah oui, tout devait se retrouver, d'accord. Tout devait se recroiser à la fin. Ça n'a pas été fait parce que le budget n'était pas suffisant et ça nécessitait vraiment beaucoup de cascades. Mais si vous cherchez un peu sur le net, vous verrez un peu ce que le mec voulait faire à la base. C'était un truc de ouf, quoi. J'ai beaucoup pensé à Hitcher. J'ai dire ouais, carrément. Hitcher doit tout à ce film, en fait. Hitcher doit tout à ce film. Alors Hitcher est aussi un chef-d'œuvre. Il est antérieur, Hitcher. Il y a après, y avoir 2-3 ans entre les deux. C'est après. Mais quand je me suis dit, mais Hitcher va de tout à ce film, quoi, en fait. Vraiment. C'est le Hitcher australien. Et c'est juste un des films de genre les plus cool que j'ai jamais vu. C'est ça, mais vraiment l'humour est bien, l'acteur principal est génial, son chien, enfin son rapport avec son dingo est génial, dingo. Tout est bien et les dialogues font jamais faux. Il y a putain, mais Everett de Roche, c'est un putain de scénariste. Non, mais merci Greg, parce que vraiment. Tu dis ça parce que ça fait des années que j'ai pas déjà. Non, mais vraiment, ça fait des années que j'ai pas pris un pied devant un film. Putain, mais pourquoi tous les films que je regarde sont pas tous comme ça? Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, je regarde beaucoup de films que j'ai déjà vus et que j'ose pas regarder des films que j'ai pas vus, ce qui est quand même con. Mais parce que j'ai toujours peur d'être déçu, de me dire putain, j'ai passé 1h30 à regarder un truc moyen et tout. Tu vois, moi, j'étais content, bordel. Les émissions précédentes, j'ai parlé du Massacre des Morts Vivants. Je me suis toujours dit bon, ça va être du bis complètement basique, laisse tomber, quoi. Je le mets quand même. Et puis ouais, voilà, c'est ce qui est génial. Sa réputation, quoi. C'est qu'en plus le cinéma de genre a produit tellement de trucs. Toute notre vie, on tombera sur des trucs qu'on n'a jamais eu le temps de voir et qu'on s'est dit bon allez tiens je le mets et on sera. C'est la beauté de la chose, justement. Voilà. Et Déviation mortelle, c'est vraiment parti. Moi aussi je l'ai vu tard. Je l'ai vu pour la première fois, j'ai dû le voir il y a 3 ans et sur le câble. Mais toi j'adore Link, c'est un film que vraiment je pourrais en parler ici des heures et je me suis dit Franklin c'est un mec, faut que je creuse un peu sa filmo. Et ben ça n'a pas de doute, quand j'ai vu que c'était lui qui avait réalisé Road Game, je me suis dit j'espère que ça va pas me décevoir. Et j'ai dit non, quand t'as un mec qui est bon, il est bon, quoi. Y a pas à chier, bordel, quoi. Bordel. Moi, c'est comme Cyril, je l'ai découvert, je l'avais jamais vu. Oui, parce que je donne mon avis, pardon. Le malaise. Je voulais t'économiser pour ta voix. Non, t'avais oublié qu'elle avait pas dit son avis. Pareil, super surprise, hyper divertissant, drôle, bien fait, pas vieilli. T'as déjà tout dit, Cyril, donc c'est bien, mais. J'ai dit avec enthousiasme. Toi, tu le dis avec la voix rauque. Ouais, en plus. Donc on a un DVD français qui vient de sortir. Blu-ray, carrément. Blu-ray, collection McMayday. D'accord. Voilà, donc je vous conseille de prendre le Blu-ray, qui est très bien. Et puis de toute façon, le film il défonce, quoi. Qui est l'éditeur? C'est Studio Canal. Studio Canal, Canal. Okay. Ah, c'est cool, ils commencent à creuser leurs pépites. En fait, ils sont allés chercher Jean-Baptiste Auriol, ils disent on a tout un bac catalogue, regarde ce on qu'on sait a, pas quoi foutre. Regarde ce qu'on a et puis vois comment tu veux l'éditorialiser. Donc t'as La mort et tu un œuf, t'as Matango, t'as Mandingo. Putain, je crois que Matango c'est le western. Elle aux frontières de l'eau. Mandingo pour l'assassin. T'as aussi Max mon amour. C'est le cinéma de quartier. Non, parce que tu vois, t'as Max mon amour, t'as
il prend les films qui dormaient dont il pense qu'il a besoin d'avoir une mise en lumière. Peut-être qu'Hitcher a un Blu-ray, parce que Hitcher est chez Studio Canal, du coup. Hitcher a un Blu-ray, c'est pas mal. Ton film, Cyril? Et ben donc voilà, vous sont tous avec leur film super sérieux. Il fallait qu'il y en ait un qui prenne le film le plus débile de la sélection, c'est Bibi. On va parler des Traqués de l'an 2000, Turkish Shot en anglais, d'un film de Brian Trenchard Smith de 1982. Également sorti en DVD Man Movies. Et c'est alors Brian Trenchard Smith, c'est un peu le vilain petit garçon du cinéaste australien. On lui doit des films, c'est plus connu, c'est le Drive-In de l'enfer. J'ai toujours pas vu, mais apparemment qui est mortel, qui a très bonne réputation. Il a fait tourner Nicole Kidman dans un de ses premiers films, dans Le Gang des BMX Bandits, qui est un des grands classiques de la Exploitation. Ouais, mais là-bas c'est un truc assez connu, je crois, en Australie. Ouais. C'est pour vous dire, en Australie, c'est équivalent à Mad Max et Razorback au niveau culte. Il a fait un film un peu d'aventure qui s'appelle L'Homme de Hong Kong, qui a pareil très bonne réputation, que je n'ai toujours pas vu. Il a fait Stunt Rock, on en parlait la dernière fois, qui est un mélange de groupe de métal et de cascade, et c'est comme ça pendant 1h30. C'est rigolo. En français, c'est La Rage de la Casse. Voilà, quoi. Juste avant de parler du film, un truc qui m'avait fait marrer à l'époque, quand Tarantino fait sa tournée mondiale pour Kill Bill, quand il est allé en Australie, et à la première australienne à Sydney, il a dit: je dédie mon film à Brian Trenchard Smith. Parce que pour lui, c'était vraiment le représentant du cinéma, on va dire, 10 underground australien. Donc c'est juste pour situer un petit peu l'approche du bonhomme. Donc là, le scénario, comme je suis toujours nul en scénario, j'ai pris le résumé Allociné, voilà. Dans un futur proche, donc en 1995, faut pas rigoler, sous un régime totalitaire, la chasse aux déviants, entre guillemets, est ouverte. Que vous soyez à peine soupçonné de prostitution ou bien que vous soyez exprimé un peu trop librement, vous aurez droit au camp de rééducation, au programme de l'établissement, séances de torture, gardiens sadiques et même organisation de chasse à l'homme. Et c'est là où le film va être le plus, on va dire, débile de l'équipe, de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est que déjà c'est le seul qui soit futuriste, qui se passe dans un monde futur, voilà. Et en fait, il décrit, ça pourrait d'ailleurs être un film dont on aurait pu parler là, il y a 2 semaines avec 3 semaines, non 4 semaines maintenant, faut pas que je me trompe, sur le post-apocalyptique. C'est un film post-apocalyptique, voilà, la Terre est laissée un peu comme ça, il y a des camps de rééducation et on va suivre, voilà, de la torture dans une prison. Il y a une grande partie de chasse à l'homme avec des petites voiturettes. J'ai tendance souvent à dire que, alors je me fais souvent engueuler quand je dis ça, c'est du Enzo Castellari réussi. C'est-à-dire que c'est un peu comme celui avec les sodomites là, comment il s'appelle tu es mort, tu as vécu en machin, tu mourras en machin, merde. Les guerriers du Bronx. Non, pas les guerriers du Bronx. Les gladiateurs du futur. Non, putain, merde, je le connais que ce nom-là en plus. Celui avec les voiturettes de golf et tout, comment il s'appelle, bordel oui. Je ne connais que ce nom-là, bordel. On l'a passé en plus à la Lune Narland la première. Il y a 2 ans. Oui. Il y a 3 ans. Merde, putain, c'est quoi ce film? Je connais que celui-là. On n'a toujours pas de Wi-Fi, donc on peut pas chercher. Merde. Bon, bah, ça reviendra plus tard. Putain, mais on connaît. Les Guerriers du Bronx 1 et 2, et t'as celui-là, c'est. T'as des mecs qui sont en train de se cogner la tête. Bah oui, parce qu'ils savent très bien, mais des fois, des fois on oublie. Ah putain, c'est horrible. Je suis que Dominique, il nous écoute, il va dire, mais putain, c'était ça le titre du film. Bref, et pour moi, c'est une version de ce film-là. Putain, mais Laurent, bordel. Je vais chercher le hors-série Mad Movies. Non, va chercher. Vas-y, fais. Oui, mais voilà. Ah putain, j'ai mon trou aussi. Bon, bah voilà, c'est les Traqués l'an 2000, c'est cette version-là de ce futur-là, mais version australienne, donc avec quand même une mise en scène un peu plus léchée, un peu moins de cheapos, parce que quand même le film dont on a oublié le nom, c'est quand même c'est quand même des voitures de golf maquillées en version futuriste et tout. J'aime bien le film en question. Putain, j'arrive pas à me souvenir du nom, ça me stresse. Continue. Mais voilà, les Traqués l'an 2000, c'est du gore, c'est très violent, c'est très déviant. Il y a du cul. D'ailleurs, j'ai appris en lisant un peu des trucs sur le film. C'est quoi d'ailleurs? Il y a une scène de douche dans le film avec des figurants nus. En fait, c'est un groupe d'une communauté hippie locale qui a été ramenée pour faire des figurants nus, voilà quoi. C'est quoi le nom alors? Putain, mais ta gueule. Attends, mais des gens tout nus, c'est pas du cul, hein. C'est juste des gens tout nus. Oui, bah c'est quand même des paires de fesses. Chacun a son vécu. Comment ça s'appelle, bordel, ce film-là? Ça me stresse de pas savoir. Les gladiateurs du futur, non, les gladiateurs, il n'y a pas gladiateurs dedans, il n'y a pas les nouveaux barbares. Les nouveaux barbares. Ah, les nouveaux barbares, on l'a oui. trouvé, Laurent. C'est les nouveaux barbares, putain. Les nouveaux barbarians, voilà. C'est bon, Laurent l'a trouvé. Bon, continue. Donc voilà, en fait, pour tout à fait honnête, j'ai pas revu le film pour l'occasion, donc j'en garde un souvenir de quand je l'avais vu, que j'avais kiffé. Parlez-en, parce que je sais pas trop comment dire dessus, à part le fait que j'avais adoré, parce que c'était complètement débile, c'était violent. Ah oui, ça c'est débile, hein. Ça oui, je confirme. Là, alors là, effectivement, de tout l'autre film, c'est le film le plus bis. Écoute, en fait, c'est un film qui est c'est de la pure exploitation, hein. On est très exactement à la Ilsa, quoi. Ouais, il y a ça, il y a tout le côté chasse à l'homme, comme on pouvait voir dans tous les films 70-80.
voilà quoi, enfin bon, tous les trucs un peu dystopiques qui finissent, tu vois, genre l'âge de cristal ou machin, avec des gens qui vont se faire pourchasser, globalement c'est ça. Hein. Surtout qu'au début, tu penses qu'il va y avoir un discours un peu politique. Tu parles et que en fait, on s'en fout, quoi, on s'en fout total, quoi. Mais c'est vraiment le. Mais j'ai bien aimé, hein, cela dit, je trouvais ça Le film est très. pas chiant, hein, ça Non, c'est sûr. le film est pas chiant, mais effectivement, on est vraiment dans. Et dans c'est la pure carrément, exploitation, ça vire quoi. carrément absurde quand il y a une espèce de créature un peu monstrueuse. Il est génial, lui. Lui, c'est Mais, un chef-d'œuvre à il lui fait tout seul. trop flipper en plus, quoi. Il est vénère, hein. Il te casse des bras Ouais. mais d'une force. Bah, ça Mais, tue. ouais, voilà quoi. Enfin, Alors j'ai dû voir le film un peu en accéléré parce que je ne l'avais jamais vu et ça m'emmerde parce que j'avais très envie de le voir, mais je voulais quand même avoir une vision globale de tous les films qu'on allait traiter. C'était le seul que j'avais pas vu et j'avais du boulot. Bref, on s'en fout. Et ce que j'ai vu, j'adore. Voilà. Ouais, c'est les bas C'est- instincts, c'est basique, hein, mais c'est cool. Déjà, il y a des Olivia fois il Hussey. faut. Hein. Déjà, il y a Olivia Hussey, une des plus belles femmes du monde. Voilà. Ils sont tous habillés, enfin, tous habillés avec des trucs blancs. Enfin, c'est vraiment. Elle se fait courser par un loup-garou chelou, donc on sait pas d'où il vient, qui casse des bras. Ça, Il y a des. C'est ça que entre tu prends la dernière vague, Road Game et celui-là, t'as une sorte de C'est ligne clair. directrice. T'as tout le spectre. Voilà, t'as le Et spectre de la après, c'est la exploitation. mort du cinéma. Ouais, mais en fait, c'est vachement bien parce qu'on a réussi à trouver une sorte de cohérence sans se concerter. Oui, et c'est vrai. c'est vrai que du coup, t'as tous les aspects de la exploitation qui sont là. Voilà. Alors après, je vous cache pas, hein, il y a aussi toute une partie des films de Ou les exploitation. nudies. C'est du caca. Hein, Il y a des trucs de cul. c'est soit des nudies ou soit c'est des films d'horreur qui essayaient juste de capitaliser sur les films américains. Ah merde, comment il s'appelle celui qui essayait de capitaliser sur Halloween là, le nouvel Halloween, je crois, ou la nouvelle nuit d'Halloween. Pareil, c'est nul quoi. Bah, c'est juste c'est nul, ce que hein. faisait l'Italie. C'est dans exactement sa ça. grande époque. Mais le truc- Ils ont moins tiré sur la corde les Mais Australiens. le truc qui est Ouais. rigolo d'ailleurs, le petit détail, justement comme tu parles des Italiens, la exploitation a Avec quand même Patrick. suffisamment classe, Ah oui. et ouais, suffisamment classe pour avoir eu un rip-off italien. Donc Patrick Still Tout à Lives. fait. voilà, qui est une suite Patrick Still Lives, qui est une merde, soyons honnêtes. Et Ouais, voilà, c'est vrai, ça, les c'est Italiens, classe, tu vois, pour montrer que t'es de la vraie exploit, Voilà. tu vois, connu mondialement et respecté, bah faut avoir ton rip-off italien. Ils l'ont eu, ça claque. C'est pas D'Amato qui l'a fait ou quelqu'un. Non, Je sais plus qui c'est qui l'a réalisé celui-là, mais non, c'est pas D'Amato. C'est un mec, un trublion du bis, hein, c'est un habitant. Avec le même acteur et tout. Non, c'est une suite, mais vraiment putassière qui n'a rien à voir. C'est Zombie 3, quoi. Et juste, Ouais, en fait, il reprenait un peu les plans, le mec qui est dans Ah. son lit avec les yeux grands ouverts, les superpositions avec les yeux, mais autrement, ouais, c'est naze quoi, Ouais. c'est tout pourri. Donc on a tous parlé de nos films. Non, il y a Laurent. Ah oui, pardon. Ah bah oui. Tout à fait. À toi, Laurent. Moi, je ferme le bal. Avec un film pif. Avec un film pif, alors dont j'ai déjà parlé quand nous avons diffusé vos propos passionnants et passionnés. Donc vous revenez 2 émissions avant, Voilà. à 53 minutes et c'est bon, et vous l'avez. Et Merci. donc, puisque j'ai découvert le film au dernier pif, Next of Kin. Alors, il faut savoir que justement, Next of Kin faisait partie de ces films qui avaient assez fasciné à la vision du documentaire Not Quite Hollywood par les extraits totalement dingues qui passaient dedans. Alors que le film était invisible, en tout cas dans des conditions décentes, et pour le commun des mortels. Il est sorti en Blu-ray en Australie il y a peu. Il sort là, je crois, ce mois-ci, ou il est sorti le mois dernier aux USA, et il sort bientôt en France, Cyril, chez... J'ai demandé et je peux pas le dire encore. Je peux pas te dire. je me suis D'accord. renseigné, parce que on enregistre ce soir, est-ce que je peux en parler? Et la personne m'a dit non, tu dis rien. Ok, Donc, mais en voilà. tout cas, on peut dire qu'il sort. Il sort en France, ouais. Il sort en France en Blu-ray cette année. Donc Voilà. n'achetez pas l'américain, attendez. Attendez, il y Voilà, aura une version avec des attendez. sous-titres français et des bonus sous-titres en français. Voilà, quoi. Donc Next of Kin 1982, donc on n'est pas très loin de la fin de la Houseploitation, telle qu'on la connaît, hein, puisque c'est vrai que la Houseploitation a eu une espèce de revival avec Wolf Creek, avec Storm Warning, excellent Oui, c'est vrai, c'est film scénarisé par Everett de Roche avec Nadia Fares quand même. Donc Next of Kin, c'est l'histoire d'une jeune femme qui hérite de la maison familiale après la mort de sa mère, qui est une immense demeure un peu isolée qui sert de maison de retraite. Et elle retourne donc dans cette maison dans laquelle elle n'a pas vécu depuis fort longtemps. Et il s'y passe des choses étranges. Voilà. Donc c'est à peu près tout. En dire plus serait spoiler. C'est typiquement Next of Kin, le genre de scénario de film de maison un peu hanté / thriller lambda,
totalement transfiguré par une mise en scène de gros déglingos. Voilà. Le réal, carrière météoritique, je ne sais pas si ça se dit, Tony Williams, qui est un néo-zélandais, qui n'est pas australien pour le coup, qui a un peu révolutionné la télé néo-zélandaise à travers une série de documentaires à la fois réalistes, cinématographiques et expérimentaux, qui a ensuite fait beaucoup de pubs. À la base, il était chef-op, formé un peu sur le tas. Et puis un jour, il a décidé de partir bosser en Australie après avoir un petit peu creusé son trou en Nouvelle-Zélande. Et il a fait Next of Kin, comme ça, out of the blue, co-scénarisé par lui et un scénariste qui faisait beaucoup de genres à l'époque dans la exploitation. Il a fait L'épouvantail de la mort, Death Warmed Up, My Grandpa is a Vampire. Puis après, il est plutôt parti sur le drame. Il a réalisé un film et puis son dernier était aussi un drame qu'il a fait en 2010, je crois. En équipe technique, on peut citer un chef opérateur dont on a déjà mentionné un film, puisque c'est le chef opérateur Gary Hansen qui a fait Harlequin. Il a fait aussi Bad Blood de Mike Newell, un film que j'ai envie de voir depuis très longtemps, qui est une espèce de film de chasse à l'homme qui a l'air bien énervé. Tu l'as vu, Xavier ? Non, pas celui-là. Ah, chouette, je t'ai eu. Je peux pas tout voir. Hein. Et notons aussi une musique de Klaus Schulze, voilà, grand musicien d'électronique expérimental à travers Tangerine Dream, qui avait aussi signé la musique de Schizophrénia. Musique de ouf, Voilà. vraiment de ouf. Donc, que dire de Next of Kin à part que, en fait, voilà, le film existe par sa mise en scène, ses acteurs aussi, parce qu'on trouve dans un rôle secondaire John Jarratt, qui n'a donc pas été révélé par Wolf Creek, puisqu'il joue le méchant dans les Wolf Creek, et c'est un acteur Wolf Creek. C'est un acteur qui a toujours été dans l'exploitation en fait. Non, Next of Kin, c'est comment transcender un sujet lambda par une mise en scène complètement folle, c'est-à-dire que il y a à la fois des moments opératiques avec des ralentis complètement traumatisants, à la fois parfois des jeux extrêmement subtils de déconstruction de l'espace. Je pense à la toute première scène. Alors, déjà, le premier plan du film est ouf. C'est un ralenti extrême en plan séquence, à propos duquel il y a une anecdote, puisque ce plan est censé se terminer. C'est le dernier plan du film, en fait. Je vous dis juste, il est censé se terminer par une explosion, sauf que en fait, dans le tournage, au moment du tournage, l'explosion a eu lieu trop tôt. Le mec, l'artificier, a balancé l'explosion trop tôt, ce qui fait qu'elle est quasiment hors champ, alors que normalement, elle devait être plein champ et tout. Et ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient plus de thunes, ils l'ont gardé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oh, quelle audace de mettre cette explosion en champ et tout, alors que bon, bref, c'est juste pas de bol, mais bref. Et la première scène du film se passe dans un diner. Et moi j'ai été complètement au début en fait il n'y a pas de plan d'ensemble du diner, donc on ne voit que des axes différents avec plusieurs personnages qui font des choses assez différentes, et l'endroit a l'air plutôt grand, et puis je peux pas me dire que c'est pas fait exprès. À la fin ça se termine par un plan large, on voit qu'en fait tous les points qu'on voyait un petit peu de cet endroit sont tous à 1 mètre l'un de l'autre maximum. Enfin, t'avais l'impression que le mec t'annonce qu'il va jouer avec toi, mais d'abord en commençant par un truc complètement anodin, puis après le film n'est qu'une enfilade d'effets de mise en scène qui sont là pour mettre une ambiance, faire monter la pression, la faire exploser, la faire redescendre, et c'est complètement barge. Je suis complètement fasciné par ce film, par son ambiance et par les moments d'effroi pur, parce que vraiment c'est extrêmement flippant, et je suis halluciné que ce mec Tony Williams n'ait pas percé pour devenir un peu l'égal d'un Richard Franklin, c'est-à-dire un mec qui avait un talent de fou furieux, et il a préféré repartir dans la pub, et il a continué, et je crois qu'il est encore vivant, et c'est devenu une légende de la télé néo-zélandaise, mais au cinéma il a refait juste un autre long métrage qui est un drame un peu survivaliste, qui n'a pas fait grand bruit, voilà. Mais voilà, Next of Kin, c'est une putain de tuerie. Moi, je crois qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire parce qu'on en a déjà parlé, mais ouais, effectivement, je suis assez d'accord sur le côté où l'exemple parfait de réalisation qui transcende un scénar qui est pas de ouf et qui peut même être assez déceptif quand tu as fini le film. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, tu peux potentiellement être déçu à la fin du film par le scénar, sauf que 3 semaines après, tu seras encore en train de réfléchir en disant putain, il y avait ces plans-là, et puis cette scène-là, quand même, c'est dingue, et puis
Il y a peu de films qui arrivent à faire ça. quoi. L'aiguille dans la serrure à la Ouais, fin. non, mais et ça, tout comme c'est- ça, Ouais, le corps dans la baignoire. Le aussi. corps dans la Ouais, baignoire, ouais, mais c'est bardé de trucs complètement Véro. En fait, je l'avais pas revu depuis le pif. D'accord. Et je me rends compte que j'ai tout oublié, en fait. Oh. Ça m'a pas trop... Ah bah voilà, juste pour casser ce que je viens de dire. Bravo. Ah oui, c'est vrai que c'est. Oui, par rapport à ce que je viens de dire, c'est fou, effectivement. Mais sinon, on peut refaire le débat. Il est minuit. Je pense que c'est Non, le mais bon moment juste pour un- Next of Kin, il faut que je le revoie parce qu'en fait, je pense que l'avoir vu en contexte de festival, c'est quand même pas un film facile. Oui, non. Voilà. Oui, je Et je comprends. pense que ça l'a un peu desservi pour Ah, ma en part. gros, on fait mal notre boulot, ça que tu veux dire, quoi. Si, Mais en même temps, je trouve que c'est un film extrêmement ludique. C'est-à-dire que moi, je prends un plaisir de gosse devant ce film parce que c'est ce que j'ai. Enfin, c'est un grand 8, quoi. C'est vraiment grand. C'est un pur film d'épouvante en mode grand 8. Tarantino pète un cap sur le film en disant que c'est c'est le Shining australien et quelque part il a pas tort parce que c'est vrai que c'est la mise en scène qui fait tout. Shining, Kubrick il a pris l'ossature d'un roman d'épouvante excellent, mais il en a tiré juste ce qu'il lui fallait pour faire sa démonstration par l'image de ce que doit être l'épouvante. Et quelque part Next of Kin c'est un peu la même démarche, c'est vrai, et c'est vraiment une leçon de mise en scène de barge, quoi. On termine en musique, Cyril. Alors, t'as choisi quoi pour clôturer cette émission? Eh bien, comme il fallait choisir un film australien, je sais pas si ce sera vraiment de l'exploitation parce qu'il est de 1989. C'est un film que j'ai longtemps fantasmé. C'est donc le tout premier film de Alex Proyas, donc Alex Proyas, Dark City, iRobot, machin et tout. Voilà, ça s'appelle Spirit of the Air, Gremlins of the Cloud, un film qu'il a fait. Vraiment, dans ses débuts, c'est très expérimental, à tel point qu'en fait, je l'ai vu dans une occasion très précise, c'est que j'ai pris contact avec Alex Proyas et je pensais le passer au pif il y a déjà 1 an et demi, je crois, et il allait être restauré, donc j'ai dit, je l'ai contacté, il était super partant, donc je lui ai dit, je vais quand même regarder le film avant d'aller plus loin. J'ai vu le film, je me suis dit, oh putain, c'est chiant, mais la musique, et le film visuellement il est très beau, mais la musique est mortelle, donc on va écouter le thème principal qui s'appelle Spirit Sound. Donc le compositeur s'appelle Peter Miller. À la base, il est connu pour d'autres projets que je ne connaissais pas, qui s'appellent Perpetual Ocean et Scribbletronics. Pour information, Peter Miller, il a fait beaucoup de sound design, entre autres sur des films de Gore Verbinski, The Ring et Rango. Et il a fait le sound design d'un petit film qui s'appelle Max Fury Road, par exemple. Voilà, ça peut aider. Voilà, donc vous allez entendre un morceau dont la voix c'est Karina Hayes, et c'est un morceau sublime. Et à l'époque, pourquoi j'ai fantasmé sur ce film, c'est que quand vous voyez la bande-annonce, si vous avez cette musique que vous allez entendre là maintenant qui est sublime, plus des images de dingue, parce que Proyas c'est un tueur pour faire des belles images. Et donc j'ai vraiment fantasmé ce film, et quand je l'ai vu, j'avais tout ça, sauf qu'entre les deux, j'avais des discussions interminables dans un appartement qui ça m'avait vraiment saulé. Voilà. Donc je vous conseille d'écouter cette musique, d'aller voir la bande-annonce après, et de peut-être un jour espérer voir Tu le vas film. peut-être changer d'avis. Ça te plaît pas toi, peut-être ça pourrait. Enfin, moi j'adorerais voir le premier film de Proyas en salle. Il va sortir en Blu-ray l'année prochaine, enfin cette année, en France. Chez qui? Chez les mêmes que pour. Qu'on veut Next of Kin. Voilà. Mais j'ai demandé aussi pour celui-là, mais j'ai pas eu de réponse, donc je peux pas me permettre de dire voilà quoi. Wow. Mais c'est chez le même éditeur. Donc si un Il y jour vous a un apprenez éditeur qui se transforme en Critérion là. si attention. vous savez qu'un éditeur sort Next of Kin, vous savez qu'il sortira aussi Spirit of the Cloud, Criminals of the Air dans la foulée, quoi. Voilà. Bon, merci tous les gens qui nous écoutent. Merci. On vous donne rendez-vous Merci. dans 2 semaines. J'espère que ça ira mieux ta voix, Véro. Oui, Bah, j'espère. j'espère aussi. Parce que j'en ai un peu marre de faire les